I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans The Cinéma Show sur Radio Campus Montpellier. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je vais un peu mieux que la semaine dernière, je suis sûre que vous vous dites que je suis tout le temps malade, mais je vous promets que je fais pas exprès. Merci d'ailleurs Maxime d'avoir pris la relève au pied levé. Tous les mercredis, vous le savez, on se retrouve pendant 1h30 pour débriefer l'actu ciné de la semaine et ce soir, j'ai mon super boys band pour m'accompagner. On commence avec notre leader, j'ai nommé Maxime. Comment ça va ? C'est moi le leader du boys band. Oui, j'ai décidé. Ah bah je lui promets pas un avenir radieux parce que je pense que je pense qu'à mon avis je n'ai plus ma belle voix de chanteur que j'avais il y a des années malheureusement. Mais par exemple on a un joli Hugo Paccard qui a fait un très beau remix pour la victoire de Saint-Etienne il y a pas longtemps sur Instagram. Ah on mentionne direct. mais faut mentionner, c'est trop bien. Tu veux nous faire une démonstration ? Non, ça va aller. D'accord. Alors, pas devant Maxime. Comme quoi il assume pas sa victoire. Hugo, je l'ai placé en premier guitariste solo. Voilà, c'est pour le boys band. Ça te va ? J'ai fait de la guitare il y a très longtemps. Ah bah tu vois, je savais, je l'ai senti. Comment tu vas ? Bah écoute, Saint-Etienne a gagné le derby, oui, donc forcément je suis très très heureux. C'était le premier derby qu'on gagne en 6 ans, donc ça refait ma semaine. Bah super. On a également notre super bassiste, discret mais solide sur ses appuis. Je parle bien sûr de Jonathan qui fait son grand retour. Oui, alors bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, très content de revenir dans l'émission. Super, t'as déjà fait de la basse ? Jamais. Ah, dommage. j'ai pas eu l'oreille. Moi, les instruments de musique, ça fait 2. Et enfin, notre petit nouveau à la batterie des news, notre cher Costa. Comment tu vas ? La forme. T'as déjà fait de la batterie ? Jamais de ma vie. Aïe aïe aïe, j'ai pas du tout d'intuition en fait. Ça bien ce boys band. Très bien, ça va être super. Nos producteurs sont là en régie aussi, Yanis qui réalise notre album bien sûr, et Ali et Ambre supervisés par notre Lulu qui produisent nos clips. Salut vous tous et toutes. Ce soir nous débattrons sur 3 films, Sinners de Ryan Coogler, Le mélange des genres de Michel Leclerc et Oksana de Charlène Favier. Après les débats, nous aurons le plaisir de recevoir Charlène Favier en interview, venue nous parler de son film. En fin d'émission, Hugo présentera le quiz de la semaine, puis nous terminerons, comme le veut désormais la tradition, par les recos de l'équipe. Sans plus attendre, Costa ouvre le bal, c'est donc parti pour les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et sans plus attendre, on entame cette page de news avec notre traditionnel mercato de la semaine. Et merci Marie, je tiens à préciser qu'il s'agit de ma première rubrique news. Alors oui, peut-être que je ne m'appelle pas Hugo, mais décrypter, c'est mon credo. C'est parti pour les news. J'adore. Et après on dit que c'est moi qui fais des vannes de merde. Bah attends, elle est très bien cette news. Oui, cette news, on va commencer là. Commençons par une terrible nouvelle, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans. Même s'il est bizarre de recommander un film à cause de la mort d'une personne, je vous invite très grandement à regarder le film Conclave, où nous suivons le cardinal Lorenz, en charge d'organiser la sélection du successeur, et qui va tenter de percer le secret du défunt pape qu'il a laissé avant sa mort. Mais bon, faisons comme Jesse Eisenberg, passons du deuil à la musique. Et oui, quelques semaines après son carton aux Oscars avec We All Pain, Jesse Eisenberg lance son nouveau film, et ça sera une comédie musicale. Il a même écrit les chansons originales qui animeront l'histoire, la musique et les paroles. Au casting, on retrouvera une belle troupe, Julianne Moore, Al Bailey, excusez-moi pour l'accent, Paul Giamatti, Alana Rosliou et Bernadette Peters. D'après le synopsis, Julianne Moore incarne une femme timide qui va jouer au théâtre jusqu'à se perdre dans son rôle musical. Le projet est soutenu par A24, produit par Topic Studio et la société Fruit Tree d'Emma Stone. Le tournage a débuté en avril, aucune date de sortie pour le moment.
Et je crois qu'il s'est passé quelque chose récemment à Tokyo, Costa. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui. Durant la Star Wars Celebration, le rendez-vous mondial des fans de Star Wars, Disney veut, je cite, bouleverser les codes esthétiques de la franchise. C'est ce qu'a dit l'entreprise avec sa nouvelle série animée intitulée Maul, Shadow Lord, prévue pour 2026. Elle suivra Maul, l'ancien Sith, dans une toute nouvelle histoire située après la guerre des clones. La série sera diffusée sur Disney+. Alors, quelle news de ce mercato pique le plus d'intérêt ? La comédie musicale quand même par Jesse Eisenberg. Moi de toute façon à partir du moment où c'est marqué comédie musicale, peu importe qui y a derrière, je fonce et après j'en dirai du mal. C'est ça. Je comprends. Moi pour le coup je pense que je foncerai pas parce que comédie musicale mais parce que Jesse Eisenberg, parce que pour le coup je m'étais pris. Qu'est-ce que tu as contre Jesse Eisenberg ? C'est pas bien. Mais ça. non, justement je fonce parce que c'est Jesse Eisenberg. Pardon. Non, voilà. J'avais pas compris, excuse-moi. Je me suis pris quand même une belle claque avec A Real Pain qui est vraiment très très bien. Et c'est un acteur que j'aime découvrir sa filmographie petit à petit. Je l'avais découvert moi avec Bienvenue à Zombieland et j'adore Bienvenue à Zombieland. Donc très hâte de voir ce que ça donne, surtout si c'est lui qui a écrit les musiques. Très très hâte de voir ce que ça donne. Et après pour Star Wars... Moi j'ai 1000 séries de retard, je sais même plus où j'en suis dans l'univers Star Wars. C'est ça le problème avec les séries Star Wars, il y en a trop. C'est même pas les séries Star Wars, c'est le truc autour de Star Wars. Enfin, c'est bon, vous aviez fait 6 films, c'est déjà bien. 9, allez, peut-être à la rigueur. Là, il y en a 3 autres qui vont sortir, ça va faire 12. C'est bon, à un moment donné, ils vont arriver au niveau de Fast and Furious, ça commence à bien faire. Quoi. Ah bah alors. Il y a Simon qui dit dans le chat Marie qui met son casque, c'est quoi ce bordel ? Mais Simon, quand j'anime, j'ai tout le temps mon casque parce que j'ai très peur de louper des trucs, tu le sais. Mais c'est vrai que quand je chronique, je mets pas de casque. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est inquiétant parce que t'es fliqué de fou là. Ouais, non mais il y a le chef qui regarde. Ça fait très très peur. Jonathan, tu as une envie toi dans ce mercato ? Non, le film de Jesse Eisenberg, je suis assez curieux, comme j'avais beaucoup aimé aussi A Real Pain, donc assez curieux de voir ce qu'il peut faire en comédie musicale, en plus en ayant écrit les musiques. À voir. Après Disney, son principal concurrent fait aussi l'actu ces temps-ci. Eh bien oui, le géant américain Netflix a annoncé avoir déposé un recours au Conseil d'État pour contester la chronologie des médias. Alors qu'est-ce que c'est ? Cela permet d'encadrer des délais à partir desquels un film en France peut être diffusé après sa sortie en salle. De ce fait, la plateforme doit patienter 15 mois avant de pouvoir diffuser un film sorti au cinéma et souhaiterait ramener ce délai à 12 mois sans pour autant augmenter son financement du cinéma français, qui s'élève actuellement à 50 millions d'euros par an. Or, le délai de diffusion dépend du montant investi dans la production cinématographique française. Ainsi, le groupe Canal+ peut ainsi diffuser les films après 6 mois grâce à un engagement de 480 millions d'euros. Quant à Disney, ils avaient frappé un grand coup en réduisant de 17 à 9 mois le délai qui s'impose à lui sur sa plateforme, en augmentant de 5% de son financement pour la création dans notre pays. Netflix va devoir visiblement mettre le gros pactole sur la table pour obtenir leur requête. Alors, à votre avis, bon coup de poker ou stratégie maintenant droit dans le mur ? Rends l'argent Netflix. Quand on sait déjà que rien qu'à échelle européenne, ils sont même pas foutus de payer leurs taxes, alors franchement, ils devraient peut-être le faire un minimum. Le coup de gueule. Mais voilà. Et dès que ça parle d'impôts. Mais de manière générale, Disney là qui a frappé un énorme coup, ça je suis complètement d'accord, passer de 17 à 9 mois, c'est vraiment un énorme coup dans la chronologie des médias. Surtout qu'en plus, à la base, c'est pas vraiment la première plateforme de streaming, parce que ça reste quand même Netflix, c'est vraiment le gros truc historique. Donc si Netflix ils veulent augmenter la chronologie des médias, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faut aligner le fric. Le flouze. Voilà. Oui, après c'est pas étonnant que tous les gros majors essayent de grignoter. De grignoter et puis même d'endommager, on va dire, la chronologie des médias, parce que c'est un système qui leur va pas. Ils sont plus à la mode américaine où tout est libéral, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent des œuvres. Et le système français, même si je sais qu'il y a plein de gens qui sont assez frustrés de pas voir les films rapidement, ça permet de protéger tous les petits acteurs du cinéma, que ce soit les distributeurs, les producteurs, etc. Donc c'est quelque chose à préserver. Après voilà, il y a des choses à parfaire, mais bon, si Netflix veut réduire son temps, qu'il lâche l'argent. Mais ça fait peur surtout aussi de voir que petit à petit on a vraiment ce recul de la chronologie des médias qui se fait de plus en plus au fur et à mesure des années, et si ça continue comme ça, 17 à 9 mois, on risque d'avoir des trucs où on a des films qui sont diffusés au bout de là on a Canal+ qui est à 6 mois. Si on en arrive à un stade où on passe en dessous des 6 mois, les gens ils vont finir par se dire on va plus voir de films au cinéma, et on va finir par attendre que ça sorte et qu'on aille le voir sur la plateforme. Donc c'est ultra dangereux aussi pour les salles de cinéma de manière générale, donc va falloir se bouger un petit peu le cul quand même. 6 mois c'est bien, en fait l'avantage c'est que 6 mois ça s'adapte aux nouveaux modes de consommation. Il y a quelques années c'était 3 ans, c'est un peu absurde par rapport à comment on consomme Netflix aujourd'hui qui est devenu hyper important. Là 6 mois je trouve ça bien.
c'est 9 mois pour Disney+, mais voilà, des délais comme ça de 6 à 9 mois qui sont à peu près les mêmes que pour les ventes physiques. C'est bien de se caler dessus, ça permet de s'adapter aux nouvelles consommations des consommateurs qui sont plus là-dessus, et c'est mieux pour tout le monde en fait. Ouais, faut pas que ça descende en dessous de 6 mois, quoi. Là, parce que là, ça va vraiment être... Du groupe Pactol, il n'y a pas que Netflix qui va devoir en donner, puisqu'une société de production a été condamnée pour avoir tué des flamants roses. L'intelligence française, messieurs, dames, l'intelligence. La boîte de prod Radar Film a été condamnée à 50 000 € d'amende pour la destruction de 520 œufs de flamants roses. Les faits se sont déroulés lors du tournage en Camargue du long métrage Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier. En juin 2018, 2 ULM de la production avaient volé à basse altitude au-dessus de quelques 8000 flamants roses, qui étaient alors en pleine période de couvaison. Effrayés, les oiseaux s'étaient envolés, détruisant leur nid dans la panique et abandonnant leurs œufs. Environ 520 œufs, soit 11,5% de la reproduction annuelle en France, avaient ainsi été perdus. Simon Poppy, président de France Nature, Environnement, Occitanie, Méditerranée, s'est félicité de cette condamnation, même s'il s'est dit un peu déçu des montants compte tenu des faits et des moyens alloués à ce film. Rappelons à nos auditeurs et auditrices que le film a coûté 15 millions d'euros et engrangé 1,5 million d'entrées. Selon vous, est-ce que la production aurait pu éviter ce désastre ? Oui. Très facilement même, je pense, si c'était un peu renseigné. Moi, j'avais été déçu de cette nouvelle parce que Nicolas Vanier, pour moi, c'était quelqu'un qui était très au fait de ça. Il a fait plein de films engagés sur la cause animale. Oui. C'était lui aussi qui avait fait le film où il partait, c'était où ? C'était en Antarctique. C'était l'Odyssée sibérienne, Voilà, oui, parce qu'il a fait beaucoup de voyages avec en des chiens de traîneau, voilà, mais totalement. Et quand on voit des trucs comme ça, on se dit, là, va peut-être t'abuses, falloir... Nico. Voilà, t'abuses, rends l'argent. Non, tu peux pas utiliser ça tout le temps, en fait. Mais de toute façon, il va falloir qu'il y ait un éveil des consciences et faire en sorte à ce que le cinéma il soit non seulement plus respectueux de l'environnement et dans les tournages, dans les studios, etc., mais surtout dans les tournages dans l'extérieur. On a pu le voir, pour moi l'exemple le plus flagrant, c'est, désolé Hugo, mais c'est Mad Max Fury Road, évidemment, qui avait fait un énorme carnage dans le désert quand il avait été filmé. Donc il va falloir à un moment donné que on fasse un cinéma respectueux et des droits de l'homme, évidemment, mais surtout et des droits des animaux, quand même, ce serait sympa. Et terminons ces news sur des annonces étonnantes de la part de l'Académie des Oscars. La première semble tomber sous le sens et pourtant, l'Académie des Oscars a annoncé ce lundi un changement de ses règles pour le moins surprenant. Ses membres devront désormais regarder tous les films nommés dans une catégorie s'ils souhaitent voter dans celle-ci. Cette nouvelle règle s'appliquera pour les prochains Oscars dont la cérémonie est prévue le 15 mars 2026. Jusqu'à présent, les votants devaient simplement certifier sur l'honneur avoir vu les films pour voter. La seconde, tout aussi controversée, annonce que l'usage de l'intelligence de l'IA dans les films ne sera pas disqualifiante. Il s'explique, je cite, par « L'Académie et chaque branche jugeront la performance en tenant compte de la place occupée par l'humain au cœur de la création lors du choix du film récompensé. » Et enfin, une dernière annonce cette fois plus positive, il aura fallu un siècle, mais l'Academy of Motion Picture Arts and Science va enfin décerner un Oscar de la cascade. Depuis des décennies, les cascadeurs déplorent le manque de reconnaissance pour leur travail. Désormais, ils auront droit à une récompense annuelle à partir de 2027, lors de la 100e cérémonie des Oscars. Selon vous, est-ce que ces annonces vous semblent pertinentes ou auraient-ils pu mieux réfléchir ? C'est vrai que la première est assez étonnante parce que vraiment quand j'ai vu l'annonce je me suis dit parce que c'était pas le cas en fait. Vraiment je suis un peu tombé sur les fesses, mais bon, tant mieux, hein, ma foi, ça évitera aussi les copinages, enfin quoique. Et puis surtout, en plus, le pire, c'est qu'en fait, par exemple, si on prend l'exemple d'Anora, le budget de la communication du film est plus important que le film en lui-même. Donc en fait, il y avait carrément un business énorme autour de cette communication sur tous les votants. Et en fait, ça montre totalement l'esprit américain. Et je pense que cette règle peut amener quelque chose de bon, quoi. Après, les Oscars, ça a toujours été quand même quelque chose de plutôt politique plus que des fois artistique, parce que, comme tu disais, ils allouent des budgets pour influencer les votes. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la neutralité, au moins en termes de goût de chacun, mais c'est plus du serrage de main, de la politique. Donc c'est vrai que ça, c'était un petit peu dommage. C'est pour ça que je trouve qu'on accorde encore beaucoup de crédit aux Oscars depuis des années. Même dès qu'il y a une performance, il faut dire lui, il va pour l'Oscar. Alors que c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte que c'est quand même quelque chose de très politique et que c'est pas forcément tout le temps à but artistique. Par contre, moi, pour l'Oscar des cascadeurs, alors je suis d'accord, il faut visibiliser ce métier qui trop souvent est oublié dans le monde du cinéma, mais j'en avais parlé avec Hugo,
Et en vrai, je trouve qu'il avait un raisonnement plutôt intelligent. Il disait que justement le fait de récompenser les cascadeurs, au fait, ça potentiellement allait engranger le fait que les gens allaient toujours vouloir prendre de plus en plus de risques et faire de plus en plus de cascades, et donc potentiellement mettre en danger de plus en plus les cascadeurs et le personnel qui travaille dans ces films. Donc est-ce que l'Oscar des cascadeurs est vraiment utile et nécessaire? C'est quand même nuancé, j'ai envie de dire. En plus, ils vont le donner tous les ans à Tom Cruise. Donc voilà, là, je pense qu'ils l'ont fait uniquement pour Tom Cruise avec Mission Impossible. Oui, bien sûr. Après, c'est pas ça qui me dérange. En fait, le fait qu'ils récompensent ces cascades, ça montre qu'en fait, on donne plus de visibilité à des films d'action, alors qu'ils auraient pu trouver une autre catégorie où on va plutôt visibiliser des films, on va dire, plus d'auteurs, par exemple. Honnêtement, je sais pas quoi. L'an dernier, ils avaient annoncé les directeurs de casting pour avoir des récompenses. C'était typiquement ça. C'était pour récompenser. On a mis plein d'acteurs qui sont adaptés à leur rôle. C'est trop bien ça. Ça aurait pu aller à Oppenheimer, à ce genre de choses en fait. Mais techniquement, du coup, le fait que, à partir de maintenant, pour revenir sur ça aussi, le fait que ils vont devoir voir les films pour pouvoir voter, ça permettra aux vrais films de gagner des récompenses. Je pense notamment l'année dernière, là, aux Oscars, il y a The Apprentice qui était complètement boudé et qui aurait dû mériter des récompenses. C'est obligatoire. Voilà. Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas dire. Non, mais c'est obligatoire. Enfin, je suis désolé, mais voilà. Ou alors par exemple The Substance, qui a eu genre, il a eu les costumes. Enfin non, c'était maquillage, c'est ça. Maquillage. Juste maquillage et après basta. Enfin non, désolé, tu peux pas faire ça. Il y a des films qui méritent de gagner. Oui. Merde, ça voilà. Suffit là. Prends l'argent. C'est pas toi qui décides, Maxime. J'ai regardé les films, moi au moins. C'est vrai. Merci Costa pour toutes ces actualités. Pas de soucis. Actualité, c'est dur ça. Les news sont maintenant terminées. Passons sans plus attendre au débat de la soirée. Ce soir, l'équipe et moi-même allons débattre de 3 films, Sinners, Le mélange des genres et Oksana. Et on débute ces débats avec le nouveau film de notre cher Ryan Coogler qui ne quitte plus son meilleur ami Michael B. Jordan. Bonne ou mauvaise idée? Réponse après la bande-annonce. I've been all over this world. I seen men die in ways I ain't even know was possible. Love you, brother. Be careful. I will. With all the things that I've seen, I ain't ever seen no demons, no ghosts, no magic. Till now. To get back inside. Let me in, man! Some weird shit going on out here. You keep dancing with the devil. You gotta let me in. You gotta let me in. One day he's gonna follow you home. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, 2 frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Et là, on a une phrase d'accroche dans le résumé. À force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi. On retrouve au casting Michael B. Jordan dans le rôle d'Elijah et d'Elias. Également Hailey Steinfeld dans le rôle de Marie, mais également Delroy Lindo, Jack O'Connell, Jamie Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Lee Jun Lee et Lola Kirk, Jonathan
à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? En préambule, je pense que c'est aussi important de revenir sur la carrière de Ryan Coogler pour comprendre Sinners. Il avait commencé avec Fruitvale Station en 2013, qui parlait justement de l'assassinat par les balles de la police d'un jeune afro-américain. Donc c'était un film à coup de poing qui était assez percutant et qui montrait déjà aussi la volonté de Coogler d'injecter de la politique dans ses films. Ensuite, il a fait Creed, donc la suite de l'héritage de Rocky Balboa. Là aussi, en fait, mine de rien, il a renversé la table parce que Rocky parlait donc d'un petit mec des Docks qui devient le grand boxeur. Et là, en fait, il réinverse et il remet aussi quand même de la politique en mettant un jeune Afro-américain qui va suivre en fait les pas initiaux de Rocky Balboa. Et ensuite, il a été avec Black Panther 1 et 2, où, après, on peut discuter de la qualité des films, même si je trouve que c'est loin d'être les pires. Mais là aussi, il y avait une célébration de la culture africaine dans son ensemble, même si des fois, elle était peut-être un peu maladroite, mais on sent quand même qu'il y a une véritable... sincérité et puis même volonté de la part de Coogler de se reconnecter avec ses origines, à la fois sur les origines du continent africain, aussi par rapport à l'esclavage et la culture afro-américaine. Donc finalement, avec Sinners, aujourd'hui, on se voit quand même qu'on est sur un premier projet original, parce que Fruitvale Station était une adaptation d'un fait divers. Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve toutes ces thématiques. On reste dans un film de série B de vampires, mais je trouve que ce qui est le plus intéressant dans le film, c'est sa manière d'injecter en gros toute la culture à la fois musicale et globale afro-américaine dans son film. Et du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire par la suite, parce que je trouve qu'en termes de trajectoire, on est quand même sur une vision d'auteur qui s'affine petit à petit. Et voilà, pour l'instant, je vous laisse la parole pour le suite. Hugo. Moi, je suis assez d'accord. Après, il y a quand même un truc qui me frustre un peu, c'est que je trouve que le film a un bon gros problème de structure. C'est-à-dire que je trouve qu'on attend un peu pendant 1h30 que ça commence. Et quand ça commence... c'est fini. C'est fini. En fait, c'est que la promesse du film, qui est cette attaque de vampires, elle dure très peu de temps, en fait. Et on n'a pas le temps de faire monter... En fait, il fait monter la tension pendant tout le truc et il la relâche d'un coup. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'on arrive à la fin, on fait bon. Et le film finit 3 fois. Enfin, il y a un premier climax avec les vampires, un deuxième avec des gens du sud des États-Unis pas très appréciables, et un troisième, mais après le générique de fin. Enfin, je veux dire, après le générique de fin, on a 10 minutes de scène où il y a un gros twist. Et si on est parti avant, on a loupé le gros twist de la fin, c'est un peu dommage. Mais sinon, après, je trouve que c'est vraiment techniquement impressionnant. Il y a un plan séquence de fou en plein milieu du film qui concerne la musique. C'est absolument dingue. Et la musique aussi est géniale. C'est Ludwig Göransson, du coup, qui avait fait la musique d'Oppenheimer. Et là, c'est génial. On retrouve des sonorités blues du sud des États-Unis. Il s'est vraiment imprégné de ça. Et c'est très, très, très cool à écouter. C'est loin d'être un tâcheron quand même, Coogler, formellement parlant. J'ai revu Creed il y a 2 jours et j'avais été assez impressionné sur l'esthétique, le travail sur le mouvement, le découpage. Donc c'est quelqu'un qui sait travailler aussi l'esthétique de ses films, et je trouve que là il a poussé quand même aussi le curseur un peu plus loin. Comme tu dis, la séquence est assez impressionnante. Après, moi, pour revenir sur... en fait, j'ai conscience que la mise en place du film est longue, mais moi j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant dans le sens où en fait il prend son temps, et je pense que c'est ce qui l'intéresse plus à la limite que le film de vampire, c'est de mettre une atmosphère et mélanger un peu le côté à la fois chaleureux, à la fois sensuel, à la fois grotesque aussi, et je me sentais bien en fait dans cette cette mise en place avec les personnages. Et après, j'ai pas été spécialement déçu de ce qui suit après, donc l'arrivée des vampires et puis le grand bordel qui suit après. Je trouve qu'il y avait quand même une sorte de lâcher prise qui est assez réjouissante, dans le film. Ouais. En face. Alors moi j'ai beaucoup apprécié le film. Alors en fait, au final, à demi-teinte, parce que j'ai quand même senti qu'il y avait beaucoup la Warner dans le film, par exemple avec les jumeaux, comme dans Mickey 17. Je sais pas d'où vient cette technologie, mais ils ont voulu la mettre dans... Il y a aussi un autre film où ils ont voulu la mettre, j'ai oublié. The Flash. Voilà, donc 3 films où ils ont voulu mettre cette technologie.
Donc il y a ça aussi qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait une sorte de cahier des charges où on voyait des choses qui étaient rajoutées dans le film, où je trouvais que c'était pas lié forcément à ce que voulait raconter Ryan, enfin Coogler quoi. Et ça m'a déçu. Après sinon les scènes où on sentait vraiment que c'était sa patte à lui, par exemple le plan séquence musicale, moi j'étais tellement accroché. Enfin c'est vraiment le genre de scène que tu revois 5 ans plus, enfin même après sur YouTube pour apprendre, pour essayer de savoir comment améliorer les films que t'aimerais faire plus tard quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré. Et ouais en fait c'est juste que moi ce qui m'a dérangé c'est le côté fourre-tout du film où il y avait trop de choses et je pense que de base Ryan, comme tu disais Jonathan, il voulait juste un film plutôt lent, et je pense que l'histoire des jumeaux c'était pas forcément très intéressant et pertinent. Tu sens que oui, c'est un fourre-tout, c'est pas très abouti, mais il y a quand même une générosité. Peut-être qu'il a voulu en mettre trop dedans, et c'est ce qui le rend parfois un peu casse-gueule, je suis d'accord. Warner aussi, je pense que c'est plus Warner qui a voulu mettre trop dedans, parce que c'est aussi l'un des derniers films d'auteur à gros budget que Warner a fait, où il y a eu des gros fiasco avec Mickey 17, Furiosa aussi. Enfin, que des flops, on va dire, quelque sorte, des flops entre guillemets. Oui. Joker aussi. Voilà, donc je pense aussi oui, c'est un vrai flop ça. Mais... Je pense que du coup, Warner a voulu un peu paniquer et a mis peut-être un peu trop de choses, en gros. Maxime, je te voyais acquiescer. Oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été à peu près dit dans l'ensemble. Moi, je suis quasiment du même avis que Hugo. Le plan séquence, oui, évidemment, c'est une masterclass. Moi, j'adore les plans séquences en plus. Donc, quand on me sert des plans séquences, c'est incroyable. Et là, celui-là, il est fantastique. On a un mélange de l'univers. Vraiment, c'est un plan séquence qui est un hommage et à la communauté afro-américaine et surtout un hommage à la musique de manière générale. Et il est très, très bien fait. Mais oui, je reste sceptique et ça vraiment c'est le gros problème. Quand je suis sorti de la séance, je me suis dit mais bordel quoi, t'as 2 heures, tu peux faire un film d'action de 2 heures qui peut être incroyable, et vraiment au fait c'est un ballon qu'on gonfle et au fait plutôt que de le faire exploser et vraiment que c'est une explosion qui fasse du bruit et vraiment où tu t'es emporté par cette action, au final vraiment c'est juste tu le fais dégonfler par le bas et non, il se passe rien. Enfin, c'est chiant, et les seuls moments où il y a de l'action, à chaque fois en plein milieu t'as les personnages qui se parlent et tu te dis mais battez-vous en fait, arrêtez de parler, battez-vous à un moment donné, cassez-vous la gueule quand même, parce que c'est ça qu'on voulait, c'est ça ce que vendait la bande-annonce. Surtout la bande-annonce, elle vendait quand même quelque chose d'un petit peu casse-gueule, un petit peu c'est de l'action en fait. Oui, mais tu vas pas au cinéma pour voir ce que vendait la bande-annonce, tu vois. Oui, en fait, mais c'est un problème que tu peux reprocher à la bande-annonce, c'est de pas avoir vendu le bon film. Mais ouais, en fait, c'est un problème que je trouve assez récurrent, c'est parfois les bandes-annonces ne montrent pas réellement ce qu'est le film, et là en l'occurrence elle le vend mal parce qu'elle nous le vend comme un film d'action, et je trouve que l'action elle est trop peu présente dans le film. Et il y a une dernière chose aussi que je trouve vraiment intéressante, et ça j'en avais parlé avec Lucas d'ailleurs, il y a des facilités scénaristiques à certains moments, tu dis putain mais là ils se sont pas foulés quand même. Je pense notamment à l'une des scènes finales que je ne vais pas spoiler évidemment, mais il y a une facilité scénaristique, on a un personnage qui s'est téléporté en plein milieu. Pourquoi Et non, le film est très bien, mais putain, il y a plein de maladresses et c'est trop dommage quoi, parce que en plus j'avais vu alors je voyais toutes les notes et tous les gens qui notaient avant sur Letterboxd, et je vois sur Letterboxd il a 4,3 sur 5, c'est une super bonne note, et je me dis OK, donc bon film, et j'y vais et je me dis putain, il manque un truc quoi. C'est pas si bien que ce que les gens vendent, mais c'est loin d'être mauvais, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est le plan séquence qui a fait le 4,3. Hein. Mais le plan séquence fait tout au fait. Je t'explique, moi mon top 1 de l'année dernière c'était le deuxième acte de Dupieux, et c'est parce qu'il y a 4 plans séquences de 10 minutes, c'est pour ça. Voilà. D'ailleurs il y a Hugo qui dit dans le chat, on connaît ton fantasme chelou sur les plans séquences. Ouais, j'adore les plans séquences. Bon, mais je pense que pardon. Non, vas-y. Je pense que le côté un peu déceptif de l'explosion, ça va aussi quand même avec le propos du film politique qui, de manière assez caricaturale, dit que les blancs ont un peu vampirisé la culture afro-américaine. De toute façon, ça se revoit pour le jazz, pour le hip-hop, et là c'est le blues particulièrement dans le film. Et du coup, on pourrait s'attendre à une explosion, et en même temps c'est bien plus insidieux, c'est bien plus pervers, et en même temps c'est un peu comment la réappropriation culturelle qu'a fait les blancs sur les afro-américains notamment. Il y a une phrase notamment qui prononce à un moment donné dans le film qui est très très bien, c'est les blancs ils aiment le blues mais pas ceux qui le font.
Exactement. Ouais, mais ouais. Et je trouve aussi, ça c'est assez malin et je trouve qu'on le voit pas assez, c'est dans ce genre de film un peu historique des années 30 dans une Amérique bien raciste, on n'a pas souvent la représentation des communautés asiatiques. Et je trouve que là, elle est présente au moins. Alors, elle prend pas de l'importance parce qu'évidemment, l'importance c'est la communauté afro-américaine quand même. Mais je trouve que là, justement, elle est présente. Et il faut pas oublier que malheureusement, le racisme, c'était pas qu'aux Noirs, c'était aussi aux Asiatiques, d'autres par exemple. Ouais. Voilà, à toutes les minorités de toute façon. Voilà. Mais voilà, il y a des bons trucs, mais il y a des trucs moins bien. Voilà, il faut. C'est la conclusion sur ce film. Donner plus, quoi. Donner plus. Faites Rendez l'argent, quoi. Voilà, rends l'argent. Écoutez, vous ferez votre propre avis en allant voir Sinners au cinéma. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Avant de passer à la suite des débats, je vous propose de marquer une petite pause musicale en compagnie d'Hailey Steinfeld qui nous interprète la BO de Sinners. C'est parti pour la chanson Dangerous. Oh, I wish that I could be selfish, but I know what that means. That you would be out there hurting. Oh, and I would be free. Let me be selfish. So come find me in the middle of the night. I'll be your home. We'll be safe from all the lies. Why am I so dangerous to you? You know I wanna let you in. I know what you wanna do. Why am I so dangerous to you? You know I'm gonna let you in. Don't you worry, I'll find you. Give me one night, one dance, one sip. Give me one night, no tears in your eyes. Give me one night with your hands on this. Give me one bite and don't be shy. Give me one night, one dance, one sip. Give me one night, no tears in your eyes. Give me one night with your hands on this. Give me one bite and don't be shy. Give me what I want and don't keep protecting me from the things we can't control. Can't we just be in denial one second to the next? If we just stay here, why am I so dangerous to you? You know I wanna let you in. I know what you wanna do. Why am I so dangerous to you? You know I'm gonna let you in. Don't you worry, I'll find you. Let me in. Give me one night, one dance, one sip. Give me one night, no tears in your eyes. Give me one night with your hands on this. Give me one bite and don't be shy. Give me one night, one dance, one sip. Give me one night, no tears in your eyes. Give me one night with your hands on this. Give me one bite and don't be shy. I just wanted to keep you safe. And I was never gonna be here. And I was never gonna be with me. Ça se marre en plateau. Passons maintenant au deuxième film de la soirée qui mélange les genres dans tous les sens du terme, bande annonce. Paul, toi, tu travailles beaucoup moins que Charlotte. T'es une perle. Est-ce que tu ressens ça comme une atteinte à ta virilité? Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous conseille plutôt de prendre les Maxi Confort Plus, si je peux me permettre. C'est vraiment celle que je préfère. T'es quasiment une femme, quoi. Non, je suis un homme, moi. Mais un homme complètement démoli. Déconstruit. Déconstruit. Salut. Concrètement, là, t'as quoi à leur reprocher pour le moment? Si j'arrive à prouver qu'elle a eu des complices, le meurtre devient prémédité.
L'idée, c'est de dénoncer les brebis galeuses dans la police. Ils font pas remonter les plaintes des femmes agressées. Qu'est-ce que tu proposes alors comme action? Est-ce qu'on pourrait pas arriver avec des petites brebis? Enfin, l'inclusivité animale, ça mérite d'être débattu. Attention au gynocentrisme. Attention au gynocentrisme. Dans ce cas, écoutez-moi, on ne débarque qu'avec des brebis femelles. Quoi? Pour la sororité? C'est déjà des femelles, les brebis. Hardy les femmes! Quelqu'un parmi nous les a prévenus. Attends, genre quoi? Il y a une taupe là? Tolérance zéro pour les balances. Tu peux nous dire où t'étais hier? J'ai déposé plainte contre mon violeur. Il est là, debout, au bar là. Une femme m'accuse et je ne sais pas qui. On accuse toujours les femmes agressées de mentir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mens. Si tu te fais choper, elles vont te faire quoi, tes copines? C'est un prédateur! Le mari de la célèbre comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui. Il faut dire la vérité, on n'a pas le choix. Je vous préviens, il se passera rien entre nous. Non, bien sûr que je passera rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité. Simone, une flic aux idées conservatrices, s'est infiltrée dans un collectif féministe qu'elle suspecte de complicité de meurtre. À leur contact, Simone s'ouvre progressivement à leurs idées, mais lorsqu'elle est soupçonnée par le groupe d'être une taupe, elle se sert du premier venu pour se couvrir. Paul, un homme doux, inoffensif et respectueux des femmes qui vit dans l'ombre de sa moitié, faisant de lui, malgré elle, un coupable innocent. Simone, catastrophée de ce qu'elle a fait, tente de réparer sa faute. Comment Paul va-t-il réagir? On retrouve au casting Léa Drucker dans le rôle de Simone et Benjamin Laverne dans le rôle de Paul, mais également Mela Bédia, Vincent Elbaz, Julia Piaton, Judith Chemla. Maxime, c'est à toi que je donne la parole puisque tu es le seul à avoir aimé. Avant que tu commences. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, avant que tu commences, il y a Hugo qui dit Maxime qui va nous parler de féminisme, c'est un peu comme Bernard Arnault qui nous parle de lutte des classes. Allez hop. Je t'emmerde. Alors, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que oui, je suis le seul à avoir aimé le film autour de cette table. Je sais que je vais me faire démonter. Voilà. Ils sont très chauds en face en tout cas. Que dire? Au fait, déjà, il faut savoir quelque chose. Alors, déjà, première truc incroyable, c'est la première fois que je vois un film avec Léa Drucker que j'apprécie. Parce que Léa Drucker, j'ai été traumatisé par l'été dernier. Non mais d'accord, ça c'était mauvais, mais genre jusqu'à la garde. J'ai pas vu. Ah bah oui, bah voilà. Ah ouais, mais voilà. Si tu rates les chefs-d'œuvre aussi, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je peux pas. Bah vous avez raté ce chef-d'œuvre visiblement qui est le mélange des genres, vous l'avez pas aimé. Du coup. Pourquoi j'ai aimé ce film? Alors, il faut savoir quelque chose, j'ai un lien personnel très particulier avec ce film. Je trouve que quand j'ai vu ce film, il m'a parlé, mais vraiment à moi. C'est comme s'il y avait une personne qui était au milieu de la salle, qui est ce film. J'étais assis sur mon siège et vraiment il s'est mis accroupi et il m'a dit frérot, regarde, c'est pour toi. Et vraiment, j'ai vu le film et ça m'a beaucoup parlé. Explique pourquoi, hein, parce que j'ai très peur. Ouais. Je trouve que ce film, il est extrêmement intelligent dans sa manière de décrire la société et le patriarcat. Alors certes, il le fait avec beaucoup de caricatures et presque avec une tournure un peu en mode un peu stupide, débile. Mais je trouve que c'est pas aussi abusé et aussi tourné au ridicule comme ça a pu l'être par exemple avec la cause environnementale qu'on a vu dans Une année difficile avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen, où on avait vraiment les militants écologistes qui étaient vraiment perçus comme des gros débiles qui mangent du boulgour, voilà. Non mais c'est vrai, c'était comme ça qu'ils étaient décrits dans le film. Là pour le coup, alors oui, c'est tourné un peu à la caricature, mais je peux comprendre l'intention que c'était tourné dans une caricature, dans une espèce de vouloir rendre ça comique. C'est peut-être un peu maladroit sur certains trucs, notamment la vanne de la brebis femelle. Ok, bon, entre autres, mais ouais, bon, on aurait pu me fier niveau comédie. Mais je trouve que quand même le film reste extrêmement intelligent parce que surtout, pour moi, ce qui fait briller le film, c'est le personnage et le jeu d'acteur de Benjamin Laverne. Parce que je trouve vraiment qu'à lui seul, il sauve déjà une grosse partie du film. Parce qu'il arrive à représenter parfaitement, du coup, cet homme, au fait, qui doute de manière générale dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans cette société patriarcale et sexiste, au fait. Je trouve qu'il l'incarne parfaitement et qu'il nous rappelle surtout qu'au fait le doute il est permissible et surtout il est pas seulement permissible, il est obligatoire dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et il y a certaines scènes que j'apprécie particulièrement, notamment la scène de fin qui est un peu une scène, c'est presque une métaphore, etc. Ouais, j'aime beaucoup cette scène. Je trouve qu'elle est très réussie, notamment au niveau de la lumière, au niveau des décors. Voilà, pour moi Benjamin Laverne c'est un incontournable. Il est bon dans tout ce qu'il fait, tous les films où il est toujours excellent et là il excelle toujours autant. Voilà,
Pour moi, c'est un très bon film. Il peut être maladroit sur certains trucs, mais parce qu'il a beaucoup d'écho envers moi et qu'il me rappelle beaucoup de choses, et bah pour moi, justement, c'est un très bon film. C'est pour ça que j'ai du mal vraiment à être objectif, parce qu'il me touche personnellement. Et je sais que pour vous, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas et que vous ne l'avez pas vraiment apprécié. Donc je vous laisse du coup en débattre. Voilà. Mais je ne chercherai pas à trop défendre le film non plus, parce que je sais que déjà je suis tout seul, et aussi surtout parce que je sais que je vais me faire allumer quoi qu'il arrive. Donc, qui veut répondre à Maxime? Allez. Jonathan, vas-y. Après, avant de présenter les critiques, je trouve que c'est important de dire que je pense que le film n'est pas sincèrement et volontairement réactionnaire. Parce que quand on connaît l'œuvre de Michel Leclerc et Baya Kasmi, notamment Le Nom des gens, Youssef Salem a du succès et d'autres films, il y avait toujours un rapport à la société assez pertinent, un regard politique assez drôle et malin. Du coup, je pense alors c'est au mieux maladroit, au pire douteux, mais j'ai pas envie de leur prêter une intention forcément qui n'est pas la leur. Mais le film tel qu'il me le présentait, il y a plein de choses qui vont pas, et je trouve que notamment c'est au niveau de la caractérisation des personnages. Tu parlais de caricature, en effet, en fait je trouve que ça me gêne pas qu'on aille dans la caricature, ça fait partie de la comédie, ça fait partie du cinéma, sauf que le film est très déséquilibré sur sa caractérisation des personnages, parce que j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai reçu, on va rigoler bien plus de Benjamin Laverne, bien plus des féministes, bien plus du flic racisé, déconstruit, que de la police, que des groupuscules identitaires, que d'autres groupes qui pourraient être problématiques. Je trouve que par exemple un film comme Problemos d'Éric Judor avait mieux compris ça dans la parodie, parce que tout le monde est débile. Donc si on part du principe que tout le monde est débile, on peut se permettre tout ce qu'on veut, parce qu'en fait on va pas créer une inégalité dans la manière de traiter les personnages. Et c'est pour ça que je trouvais ça assez réjouissant, parce qu'on peut se permettre de rigoler de tout d'ailleurs, mais je trouve que le film le fait assez maladroitement, parce que justement il caractérise pas bien ses personnages. Et Benjamin Laverne, même si je le trouve très bon dedans, son personnage j'y crois pas quoi. En gros, oui, les hommes déconstruits, ça existe et tout, mais je veux dire, il y a quelque chose de limite, naïf, je peux pas croire à ce personnage. Il n'existe pas dans la réalité. Je n'ai jamais rencontré un Benjamin Laverne. Et du coup, ça me... Moi non plus. Oui, malheureusement. Ma foi, la société s'en porterait peut-être mieux. Mais après voilà, je trouve ça important les thématiques qu'il aborde, mais je trouve qu'il est beaucoup trop maladroit, et j'ai l'impression aussi qu'il y a 3 films en un. Il y a le personnage de Benjamin Laverne, il y a le personnage de la flic interprété par Léa Drucker, et du coup en fait ça c'est des films qui pourraient exister en tant que tels, et d'avoir tout mélangé, en vrai prendre vraiment toutes les thématiques hyper sensibles de la société en ce moment pour en faire un film comme ça, je trouve que c'était un peu casse-gueule, et je trouve qu'ils ont raté un petit peu la marche. Hugo? Ouais, je suis assez d'accord. Moi, des fois, j'ai l'impression que le film il fait des trucs genre du Not All Cops ou du Not All Men. C'est un peu bizarre. Ouais, complètement. Notamment le truc avec les flics là où ah non, mais le flic qui posait vraiment la virée, c'est bon, il y a plus de problème dans la police, c'est bon, tout va bien. tout va bien. C'est nickel. On oublie tout ça, on passe à autre chose. C'est très 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 bizarre. Non, je trouve que c'est vraiment un film de bobo. Ouais, mais de vieux bobos. Oui, de vieux bobos, ouais, vraiment qui se dit ah oui, je suis un peu féministe, mais qui connaît pas grand chose. Électrique là, tout ça quoi. Ouais, c'est et je trouve que c'est très souvent assez cringe en fait au final, que ça essaye d'être drôle, on est juste ouais, ok, je devais rire, ok, super. Notamment cette scène au théâtre qui est complètement ahurissante, où on est là, attends, je dois faire quoi là, je dois rire, je dois avoir de la peine, je dois m'énerver, je dois quitter la salle peut-être, je sais pas trop ce que je dois faire. C'est vraiment, je pense que ce film est en lice pour mon flop 5, voire pour le prix du film le plus cringe de l'année. Je sais pas s'il y avait une volonté d'utopie dans le film, comme tu dis, le Not All, enfin ça fait vraiment genre, il y a une espèce d'utopie qui est mise en avant, mais en fait elle est contredite par la réalité, parce que on parle de le fait de pas prendre au sérieux les plaintes des femmes au commissariat. Ça c'est des sujets qui sont sérieux, qui sont documentés, toutes les collectifs féministes le disent à longueur d'année. Et le film en rigole ou le traite pas avec le sérieux nécessaire. Du coup, c'est vrai qu'il le film parle d'un mec accusé à tort quand même. Oui, en plus, d'autant plus, voilà, c'est qu'aussi les accusations à tort sont très 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 minoritaires. C'est compliqué quoi. Donc du coup, pourquoi pas, après on peut écrire là-dessus, mais c'est vraiment pas fin du tout quoi. C'est ça le problème majeur. Et puis aussi, après moi honnêtement, c'est Mela Bédia pour moi qui a porté le film. Moi, c'est elle qui m'a fait rire, honnêtement. C'est grâce à elle que j'ai pu rire un peu, en fait. Parce que sinon, tous les autres personnages m'ont vraiment mis mal à l'aise. Et en fait, en vrai, moi, c'est même pas le film en soi, c'est juste le synopsis de base, moi, me dérange beaucoup. Et encore une fois,
encore une fois, hein, parce que les 1% excusez-moi, les 1% de, j'ai oublié la phrase, d'accusation, de fausses plaintes, de tout ça, et ben encore une fois, on va mettre en lumière une histoire où l'homme est victime, et c'est, en fait, c'est énervant, c'est énervant, et je pense qu'ils auraient pu trouver une autre manière un autre synopsis de base pour raconter quelque chose de plus marrant. Et puis non, c'est bon, après, j'avoue, Virginie Despentes dans le film, moi, ça m'a un peu régalé. Mais il tombe sur elle comme ça, c'est débile. Enfin, c'est vrai, c'est trop bizarre. Du coup, ça veut donner un peu une caution féministe au film. Oui. Donc mais oui. J'ai vraiment mais pas. Oui. Non, c'est comme les trucs avec le pianiste qui apparaît d'un coup dans le chant. Tu fais oui, ça me sort pas dans le film. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien un vieux bobo, tu vois. Comment il s'appelle ? Delerme, exactement. Mais oui, c'est vrai que. Mais surtout que c'est assez perturbant parce que le casting, pour moi, c'est une caution de bon goût. Et enfin, il y a Judith Chemla quand même. On connaît son histoire un peu. Dernièrement, on se dit qu'est-ce qu'elle fout dans un film où ça va un peu à l'encontre de ce qu'elle peut défendre. Léa Drucker, évidemment que pour moi, c'est ma caution féministe aussi à la base. Puis même Benjamin Laverne, tout ça. Enfin. J'ai trouvé ça très bizarre de voir tout ce beau casting. Mais je pense qu'il y a du coup un peu méprise parce que je pense qu'il y a c'est le CV Michel Leclerc qui fait que ok, je te suis, mais c'est vrai que le film est quand même maladroit. Après, pour sauver quelques petits trucs quand même, je trouve qu'une fois que la mécanique de la fausse accusation est mise en place, il y a des scènes de comiques de situation qui sont plutôt réussies. Je pense notamment à celle du bar où en fait elle a dit c'est lui mon violeur. Et lui pense qu'on le reconnaît par rapport au paquet de cigarettes. À son métier. Et du coup, il y a ce petit jeu de comique de situation où lui pense être reconnu pour une chose qu'il n'est pas, alors que du coup, on pense que c'est le violeur. Du coup, le dialogue qui suit, je le trouve assez marrant, et je pense que le film aurait pu et aurait gagné à aller plus vers ce chemin-là, d'aller dans l'absurde à la limite et de faire du comique de situation à fond sur cette situation, plutôt qu'après essayer de le recoller avec une actualité. Où là, vraiment, il se prend vraiment les pieds dans le tapis, quoi. Et du coup, toi, t'as dit tout à l'heure Léa Drucker féministe, mais Léa Drucker féministe alors qu'elle a tourné avec Catherine Breillat. Ouais, il cherche tu sais, on fait des erreurs, hein. Faut bien bouffer. Mais je reparle encore l'été dernier. Mais on a tous été traumatisés, Maxime. Arrête de remettre les choses dans la plaie, s'il te plaît. Ça va, hein. Je sais. Là, ne le vois pas. Bah super. Ne le vois pas. Merci. Bon, écoutez, vous ferez votre avis sur le. Allez voir le meilleur film de la semaine. C'est le meilleur film de la semaine, il faut le voir. Mais alors. Non. Vous ferez votre propre avis sur le mélange des genres, on vous laisse aller le voir. Vous verrez ce qui se passe. On termine ces débats avec le nouveau film de Charlène Favier. 4 ans après Slalom, elle revient nous parler d'Oksana, une réussite. Я хочу быть свободной. Чтобы мы все были свободны. Чтобы творить, чтобы создавать, чтобы выбирать, кем мы хотим стать. Ми напишемо гасла на наших грудях. Це занадто інтимно. Ти хочеш змінити світ чи ні? Наші груди. Наша зброя. Україна не води! Сексуальний об'єкт перетворюється на об'єкт, який протестує. Наша місія – бунт! Наш Бог – женщина! Ми – Vous êtes arrivé en France quand? En 2013. Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? On était engagés là-bas. C'est-à-dire? Je suis réfugiée politique, artiste, activiste, extrémiste. Революция? Революция. Поворачивайся. Путин, тиран! Je donnais ma vie à Femen. On est super en retard. Et message subliminal à mes chroniqueurs pour bouger le cul. Je fais l'accent ukrainien. Merci, ça va aller. Ukraine 2008. La jeune Oksana et son groupe d'amis multiplient des actions slogans peints sur le corps et couronnes de fleurs dans les cheveux contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C'est la naissance d'un des mouvements les plus importants du XXIe siècle, les Femen. Réfugiée politique, artiste, activiste, Oksana franchira les frontières et militera sans relâche pour les droits des femmes et la liberté, jusqu'à risquer sa propre vie. On retrouve au casting. Attention. Albina Korch dans le rôle d'Oksana, Marina Koshkina dans le rôle d'Ina, également Lada Korovaï, Oksana Zdanova, Johan Zimmer, Noé Habita, Jonathan Alperine. À tes souhaits.
J'ai envie de te féliciter parce qu'il n'y a même pas eu un accrochage. Merci beaucoup. Hugo, c'est toi qui commence sur ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, moi, j'ai vu cet après-midi, donc c'est encore un peu frais dans ma tête. J'ai plutôt apprécié ma séance. J'ai passé un bon moment, même si je trouve que c'est parfois un peu lent, parfois un peu difficile, et je trouve que le début c'est un peu confus. Je comprenais pas pourquoi on faisait des allers-retours entre les années. Quand le film s'attache à quelque chose de plus chronologique, je trouve que c'est là qu'il parvient à me happer, en fait, à me faire rentrer dans son histoire. Autrement, ouais, j'ai plutôt apprécié ce truc. Après, je crois. Ce truc. Non, ouais, ce truc, je crois que le film ne l'aborde pas, mais il me semble qu'il y a des trucs sur les fémènes où elles sont un peu plus décriées aujourd'hui. Ou alors je me trompe de mouvement, peut-être, c'est possible. C'est un mouvement contestataire qui du coup amène son lot de critiques. Oui. Parce que il me semblait qu'il y avait des trucs, mais des critiques plus acceptables qui avaient été faites aujourd'hui, mais je ne sais pas. Mais non, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est une histoire que je connaissais pas du tout. C'est quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler, et visiblement, de ce que j'ai compris, était plutôt anonyme de son vivant. Donc c'est vraiment important en fait de la mettre en avant parce que son combat il est très intéressant. Surtout quand le film s'attarde sur son combat sur la prostitution en Europe de l'Est, qui ça sont des problématiques desquels j'ai déjà entendu parler et que je comprends en fait, des combats qui me semblent importants, et toute cette partie là vraiment était intéressante. Et je trouve par contre à partir du moment où on passe en France, c'est peut-être un peu plus posé, un peu moins intéressant, mais franchement dans l'ensemble j'ai plutôt apprécié. Très bien. Costa, alors, en réponse, j'avoue que j'ai du mal un peu à savoir si j'ai aimé ce film ou pas parce qu'en fait il y a des moments quand même où je suis sorti du film de par des dialogues qui étaient peut-être un peu trop évidents. Et en fait, la manière de comment c'était interprété, moi, ça m'a fait sortir du film. J'ai cru que c'était j'avoue que parfois, j'ai cru que c'était mal joué, mais c'était mon interprétation à moi. Et puis, en fait, aussi, je trouve qu'elle a voulu raconter trop de choses et que, en fait, j'avoue que je savais pas où le film voulait m'emmener. Est-ce qu'on parle des Femen ? Est-ce qu'on parle d'Oksana ? Est-ce qu'on parle du problème des réfugiés politiques en Europe ? Et ça parlait de trop de choses. Et puis, en fait, honnêtement, je trouve qu'il y avait un côté Wikipédia dans le film qui m'a dérangé, et j'aurais aimé qu'on soit un peu plus un peu plus dans la tête d'Oksana, un peu plus profond dans ses émotions, ses sentiments, et c'est ça qui m'a dérangé le plus, c'est qu'on est toujours en fait un peu spectateur et on n'est pas assez avec elle, et ouais, franchement c'est dommage quoi. Voilà, donc je dirais que c'est en demi-teinte comment j'ai apprécié le film. Je te rejoins là-dessus. En fait, j'ai pas grand-chose à reprocher au film, mais je trouve qu'il m'a pas du tout stimulé émotionnellement. Mais parce que tu disais, j'ai l'impression de ne pas connaître ce personnage. Alors, au final, comme tu dis, c'est quelqu'un qui est resté quand même dans l'ombre, donc j'ai l'impression qu'aussi, c'est un personnage un peu insaisissable, mais j'ai du mal à comprendre ses motivations, sa psyché. J'ai vraiment du mal à rentrer à l'intérieur de sa tête dans le film, alors que j'ai l'impression que c'est un peu ce que le film veut nous raconter, mais je pense que sa construction en flashback le rend un petit peu confus. Et comme tu dis, en fait, on sait pas si elle veut nous raconter aussi trop de choses du phénomène de groupe féminin, et aussi en même temps c'est un vrai portrait de femme. Du coup, j'ai l'impression que Charline Favier essaye de jongler avec les deux, mais qu'elle n'arrive pas à trouver le parfait équilibre pour raconter son histoire. Et puis même en plus, en milieu de film, quand elles arrivent en France, c'est qu'il y a cette histoire aussi avec le Femen France, du coup. Moi, j'avoue que j'ai pas compris en fait cette histoire du coup de décrédibiliser du coup le mouvement Femen en France. En fait, là, il faudrait que je me documente un peu plus. Clair. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que savoir pour pouvoir le comprendre dans le film. En fait. Mais en fait, du coup, je sais pas, est-ce que le film est féministe, est-ce que le film n'est pas féministe ? C'est trop bizarre à comprendre, quoi. Je pense qu'il l'est parce qu'il met en avant aussi ce mouvement, mais justement, je pense que c'est aussi un des défauts du film de des fois pas saisir les enjeux qui se passent sous nos yeux, quoi. C'est vraiment dommage. Après, il y a quand même des belles choses en termes de mise en scène, de travail sur la lumière notamment, qui est vraiment très beau. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu son côté confus, et on a vraiment, enfin c'est vrai que c'est dommage sur un personnage aussi tourmenté qui a vécu des choses aussi difficiles et qui a autant de choses à dire de pas réussir à rentrer dans sa tête, quoi. Au final, je suis un peu resté extérieur au film, même si je trouvais que c'était un très bel objet, mais là-dessus, ouais, c'est vrai que c'est vraiment un petit peu dommage. Maxime, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Alors moi j'ai peut-être un regard un petit peu biaisé sur le film parce que du coup j'ai participé à l'interview qu'on a fait d'elle avant de voir le film. Moi j'aimerais quand même revenir sur deux aspects positifs qui pour moi font que le film est un bon film. Pas un très bon film peut-être, mais au moins un bon film. C'est pour moi les décors et le cadrage. Je trouve que en l'occurrence les décors, notamment toute la partie où on est dans l'appartement en Ukraine, mais aussi toute la partie où on arrive en France dans les ateliers, je trouve en tout cas que les décors sont extrêmement bien travaillés.
et je trouve qu'ils mettent vraiment en valeur tous les propos du film de manière générale, tout ce qui est le moment où il y a les manifestations des Femen, etc. Je trouve que c'est très bien fait, et puis le cadrage aussi, je trouve vraiment qu'il y a une manière justement de mettre en scène et les personnages et les décors qui vont vraiment bien ensemble et qui du coup servent totalement le propos du film. Le propos féministe, oui bien sûr, et je rejoins sur ce qu'a dit Hugo, que effectivement c'est quelqu'un qu'on connaît très peu et qu'il faut mettre en lumière de toute façon, parce que c'est en mettant en lumière ce genre de personnes et ce genre d'activistes au fait qu'on arrivera à un éveil des consciences, mine de rien. Mais ouais, j'avoue qu'à certains moments, à partir du moment où on arrive en France, effectivement il y a peut-être un petit ralentissement. J'arrivais un petit peu à décrocher du film, à me dire mais attendez, je comprends plus très bien, il faut que j'arrive à remettre un petit peu en tête. Mais dans l'ensemble, ouais, je comprends aussi au début. Alors c'est horrible parce que normalement j'étais censé ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on était resté bloqué à la base sur pourquoi cette journée précisément au début du film. Sauf que du coup, vu que j'ai vu l'interview, je savais pourquoi. Voilà. Donc du coup, j'étais vraiment biaisé par l'interview. Malheureusement, je connaissais un petit peu tout le film, mais ça m'a pas empêché de vraiment l'apprécier et de voir que c'était un bon film dans l'ensemble, et surtout que c'est un film qui non seulement est intéressant, mais qui en plus est utile et nécessaire presque même. Voilà. Tu fais bien de parler d'interview puisque nous n'en avons pas fini avec Oksana. Nous avons donc interviewé sa réalisatrice, Charlène Favier. Une interview exclusive qu'on s'écoute tout de suite sur Radio Campus Montpellier. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. 4 ans après Slalom, je suis très heureux de recevoir de nouveau Charlène Favier dans l'émission. Bonjour Charlène, comment vous allez ? Très bien depuis Marseille. Bah ça c'est super. Il fait beau comme à Montpellier ou pas ? Ouais, il fait beau malheureusement parce que là, il faudrait qu'il pleuve pour aider la sortie des films. Ouais, pour faire venir les gens en salle. Bon, ça va peut-être changer ce week-end, je crois qu'il s'annonce un petit peu plus vieux, en tout cas du côté de Montpellier. Je tiens à signaler quand même que vous avez été la première réalisatrice à avoir accepté une interview de notre part à l'époque. Depuis, il y en a eu une centaine qui en ont découlé. Mais tout ça a commencé de vous, donc ça nous fait encore plus plaisir de vous avoir de nouveau aujourd'hui. Ah mais c'est génial, je savais pas, voilà. C'est super. Alors on va débuter par le commencement et par la genèse de ce nouveau film, Oksana. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la figure d'Oksana Tchatchko ? Tchatchko, je le prononce bien ? Ouais, Tchatchko. Oksana, c'était une femme incroyable, c'était une véritable héroïne, hein. Elle était mystique, révolutionnaire, artiste, et en essayant de comprendre qui elle était, j'ai finalement compris aussi pourquoi les Femen militaient de cette manière-là. En tout cas, toute cette iconographie de la femme seins nus avec des messages sur le torse, le bras levé, etc. Ça vient vraiment de son art, de son cheminement artistique. Et aussi de ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même, et c'est ça aussi qui fait son originalité et sa densité, si j'ai envie de dire, c'est que Oksana, elle ressentait les choses artistiquement avant même de les intellectualiser, et c'est vraiment cette facette-là qui m'a intéressée chez elle, et c'est aussi parce que quand les Femen sont arrivés en France pour la première fois, moi je suis un petit peu passée à côté, et je me suis questionnée pourquoi une jeune femme comme moi, féministe dans l'âme, je n'ai pas vraiment été intéressée plus que ça par ce mouvement. Pourquoi je n'ai pas compris vraiment ce qu'elles étaient en train de faire, en tout cas la manière dont elles procédaient. Et voilà, c'est toute cette réflexion à la fois personnelle et après cette fascination que j'ai eue pour elles qui m'ont vraiment donné envie de dresser ce portrait. Et donc vous aussi, pour travailler dans votre film, vous avez essayé de d'abord ressentir avant d'intellectualiser comme Oksana ? Non mais ça ouais, c'est vraiment ma façon de faire du cinéma et de l'art en général. Alors souvent en plus je dis moi je suis pas une intellectuelle, j'ai pas fait d'études, donc j'ai toujours ce petit syndrome de l'imposteur par rapport à un milieu où souvent justement on est entouré de gens qui se disent très érudits, qu'on fait des grandes écoles et tout ça. Moi j'ai fait l'école de la vie et si je fais du cinéma aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu des choses très fortes, des traumatismes parfois aussi. D'ailleurs c'est aussi un lien que j'ai avec Oksana et avec tous les portraits de femmes que je dresse dans mes films, que ce soit Slalom, la fille qu'on appelle. Aussi, c'est des femmes fortes et fragiles qui vivent des choses très dures, qui façonnent finalement
leur parcours et qui les rend plus fortes au final. Donc voilà, tout ça fait que, en effet, le ressenti et les émotions sont vraiment au cœur de mon cinéma et les explications parfois un peu trop psychologiques, psychanalytiques ou vraiment la conceptualisation des choses. C'est vrai que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse quand je me lance dans un film. Et d'ailleurs, quand je me lance dans un film, il n'y a pas de calcul, quoi. C'est vraiment, je suis touchée par quelque chose. En général, c'est aussi parce que j'ai envie de comprendre mon propre ressenti à moi ou ma propre intimité, et après je pars à corps perdu dans cette histoire. Et là d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec Oksana, avec ce film, parce que si jamais j'avais trop réfléchi, je pense que j'aurais jamais fait ce film, parce que c'était tellement fou de faire ce film, alors que la Russie avait envahi l'Ukraine, que je pouvais pas voir mes comédiennes pour le casting. Enfin, on a eu un tas de choses qui sont arrivées, je pense qu'aurait sûrement fait baisser les bras à plein de réalisateurs ou de producteurs, mais moi j'étais tellement émotionnellement connectée à cette histoire et à cette jeune femme que je me suis posé aucune question, j'ai foncé tout droit, quoi. Et c'est ce que j'allais vous dire aussi, à première vue, le film il a rien à voir forcément avec ce que vous avez fait avant, avec Slalom par exemple, votre premier long métrage. Pourtant on peut y voir malgré tout deux films qui travaillent la libération de la parole au féminin. Pourquoi ce sujet-là, il est au cœur de vos films? Qu'est-ce qui vous tient à cœur là-dedans? Mais c'est vrai que c'est deux films très différents et en même temps, ils sont pas si différents que ça parce que c'est deux portraits de femmes fragiles et fortes à la fois. C'est deux parcours d'émancipation d'une certaine manière parce que Oksana aussi, elle va s'émanciper de sa famille et de la société dans laquelle elle vit grâce à cette mission qui l'accapare et dont elle va s'emparer, cette mission de sauver le monde, de se battre contre les injustices via l'art, via son cheminement artistique. Lise, c'était aussi une combattante, quelqu'un qui s'émancipait d'une solitude, d'un manque d'amour et qui essayait de se faire une place dans le milieu du ski et qui tombait un peu dans cette relation d'emprise. Donc il y a plein de choses en fait assez similaires. Là, c'est vrai qu'avec Oksana, il y a une dimension aussi politique. C'est aussi l'histoire de tout un groupe de jeunes femmes. C'est l'histoire du féminisme au sens aussi plus large. C'est l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Mais c'est vrai que finalement, moi, je suis un peu comme Oksana qui disait l'art, c'est la révolution. Et moi, avec mes films aussi, j'essaye de faire ma petite révolution. Et ça, c'est parce que je considère que j'ai tellement de chance de faire ce métier. Je suis tellement chanceuse de faire ça que j'ai aussi une responsabilité et un devoir par rapport au monde. Et en tout cas, ce que je me raconte, moi, ma mission, oui, c'est de faire bouger un petit peu les lignes, c'est d'ouvrir la parole, c'est de changer un tout petit peu le monde. Et j'avais pas vraiment pris conscience à quel point Oksana, c'est marrant, vous avez dit ça, Oksana et Slalom libèrent la parole. Alors, Slalom, c'est évident, il libère la parole. Mais Oksana, je l'avais pas vraiment finalement compris. Et hier, j'étais en train de parler avec Apollonia Sokol, qui est donc une grande peintre, qui était une amie intime d'Oksana. Elle est jouée par Noé Habitat dans mon film. Et elle me disait, Charlène, tu sais, quand j'ai vu ton film à Paris la semaine dernière, ça m'a fait un bien fou, ça m'a soulagée et ça a libéré la parole. Il y avait une chape de silence autour d'Oksana. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah oui, c'est vrai, finalement, j'ai libéré la parole aussi avec ce film. Mais je m'en étais, vous voyez, je l'avais pas, je l'ai pas fait en me disant, je vais libérer la parole, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que j'ai même eu l'impression que vous voulez remettre un petit peu l'église entre guillemets au centre du village avec ce film, que vous voulez donner un visage aussi aux Femmes et dévoiler une des personnalités essentielles des Femmes et qu'on connaît pas forcément du grand public. C'est d'ailleurs aussi appuyé, je trouve, par le choix d'appeler votre film frontalement Oksana. Voilà. Est-ce que c'était une volonté qui n'était pas forcément ressentie, c'est ça? C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai découvert Oksana, je me suis dit, déjà, c'est pas normal de pas la connaître avant. Enfin, j'aurais dû connaître cette fille. Donc, il y a eu vraiment une espèce d'enquête intime et aussi d'enquête un peu journalistique sur, voilà, qui est-elle et pourquoi je suis passée à côté de son parcours incroyable. Et très vite,
je me suis sentie très très proche d'Oksana. J'ai eu l'impression de la rencontrer au travers des gens qui l'ont aimée et qui m'ont parlé d'elle. Et j'ai très vite eu envie de lui rendre hommage et de lui rendre justice. Donc évidemment, je la replace. C'est le personnage central de mon film. C'est elle que je replace au centre du tableau même pictural que j'ai essayé de créer. C'est elle l'icône. Et oui, il y a cette envie très forte de lui rendre justice. Ça c'est sûr. Et donc, vous avez pu récolter, je comprends que vous avez pu récolter de nombreux témoignages de personnes qui l'ont côtoyé, du coup, pour écrire le film. Oui, alors j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur elle et sur les Femmes. J'ai regardé beaucoup de films, dont Je suis Femmes d'Alain Margot, qui est un documentaire magnifique, que j'encourage ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur Oksana et la jeunesse des Femmes à voir. C'est le film qui est cité à l'intérieur, c'est le film documentaire qui est cité à l'intérieur de votre film, c'est ça, hein? Ouais. Et ensuite, je me suis dit, voilà, ça suffit pas, vu que j'ai vraiment envie de ressusciter un petit peu l'âme d'Oksana à travers mon film. Il fallait que je rencontre les proches, les intimes, pour vraiment arriver à la comprendre. Et c'est là où j'ai commencé à prendre contact avec sa maman, Apollonia, ses amants, ses amis. Je suis allée aux Beaux-Arts, je suis allée voir son atelier, là où elle était. J'ai essayé de comprendre comment elle était partie, qu'est-ce qu'elle avait ressenti lors de ce départ-là des Beaux-Arts. Enfin, voilà, je suis allée un peu dans tous les lieux, j'ai rencontré tous les gens qu'il avait côtoyés. Et ça a été très très important pour moi pour essayer d'être juste. Et aujourd'hui, bon, ça y est, la plupart des gens à qui j'ai parlé, qui m'ont livré leur amour pour Oksana et leur regard aussi fasciné sur elle et qui m'ont permis de faire ce film, ça y est, la plupart, presque tous ont vu le film. J'avais très très peur parce que c'est une responsabilité énorme de raconter de la vie de quelqu'un qu'on n'a pas connu face aux gens qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Et ils ont tous adoré le film et ils ont tous dit, et ça m'a vraiment soulagée, ils m'ont tous dit merci de lui rendre hommage et surtout merci d'avoir dressé un portrait aussi respectueux et aussi pudique. C'est vrai que j'ai essayé de garder de la pudeur et de penser à eux. C'est vrai qu'à chaque fois que je filmais un plan du film, je pensais à sa maman, je pensais aux hommes qui l'ont aimé, je pensais à Apollonia, je pensais à eux pour... c'est pour ça que le film est très beau aussi, parce que c'est par respect pour eux. J'avais envie notamment aussi, par exemple, le suicide d'Oksana, il est sublimé dans le film, il est très pudique, c'est 2 plans, c'est une image très, très artistique, très belle, presque mentale, mais et c'est pour ça aussi que le film se prolonge après. Cet acte-là, c'est par respect pour eux aussi. On va continuer à remonter le fil de création de votre film. Nous, chez The Cinema Show, on aime bien rentrer un petit peu dans les mécanismes de création des films. Et en soi, donc, dans un biopic, il y a énormément de choses à raconter, puisqu'il faut raconter la vie d'une personnalité. Vous avez dit, vous devez essayer de rester un petit peu sur un fil entre ce que vous voulez, ce qu'il faut raconter, mais aussi peut-être ce qu'il faut garder de côté. Je me demandais comment vous avez fait le tri donc entre ce qui était réellement nécessaire à raconter pour le film et ce qui l'était moins, et comment vous avez fait pour ne pas franchir un petit peu la limite interdite. C'est quoi la limite interdite? Ce que vous me disiez sur essayer de de rester toujours dans le respect, de penser à sa famille aussi. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde ne fait toujours pas de cette façon-là pour un biopic. C'est très dur de faire un biopic. C'est un exercice vraiment compliqué. Je suis pas sûre d'ailleurs que je vais me relancer dans un biopic de sitôt. Parce que justement, ce tri-là, ce choix, il est très compliqué, je trouve, à faire. Et pour raconter, par exemple, vraiment Oksana, il fallait que je raconte la naissance des Femmes, parce qu'elle était Femmes. Et sa vie n'était rien finalement sans Femmes. Et en même temps, ce n'est pas un film sur les Femmes que je fais, c'est un film sur Oksana. Donc, d'ailleurs, il y a certains critiques, j'ai lu, qui me reprochent ça, c'est-à-dire, mais alors c'est un film sur les Femmes, c'est un film sur Oksana. Non, ils voient que c'est un film sur Oksana, mais on nous reproche toujours quand on fait un biopic de mettre trop de choses. Mais en même temps, on peut pas raconter Oksana sans raconter, sa prise de conscience contre l'Église qui l'a flouée. On peut pas raconter Oksana sans montrer sa relation avec sa maman. On peut pas raconter Oksana sans raconter sa rencontre avec Anna et Sacha, qui a été déterminante, la manière dont elles ont monté Femmes,
quelques actions et j'ai fait vraiment un choix. Ça a été difficile parce que des actions, elles en ont fait énormément. Donc j'ai essayé de choisir des actions un peu différentes, mais il faut en montrer pour comprendre aussi leur démarche. Il faut aussi montrer Oksana en train de peindre. Enfin voilà. Donc, et à chaque fois, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? J'ai besoin de ça. Et je me disais, oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Sinon, on va pas vraiment la comprendre. Et vu que le but de ce film, c'était vraiment de lui rendre hommage, lui rendre justice encore une fois, il faut qu'on puisse comprendre et qu'on vive avec elle certains éléments clés. Et oui, il y a beaucoup de choses, mais c'était une obligation. Je me suis dit très vite, si j'ellipse, si j'élude les actions, ça marchera pas. Si j'élude, donc voilà. Et ça, c'est toujours la difficulté du biopic. En tout cas, j'ai essayé quand même de créer un ensemble qui soit cohérent, qui soit fort, qui soit tendu et qui nous donne assez de toutes les facettes du parcours d'Oksana pour qu'on puisse vraiment la comprendre. En plus, votre film prend aussi une forme particulière. Il y a tout un mystère autour de la construction du long métrage avec cette journée du 23 juillet 2018 en fil rouge. On comprend finalement pourquoi à la fin du film vous avez choisi cette date. Est-ce que c'est seulement pour donc l'événement final du 23 juillet que vous avez choisi de placer cette journée en fil rouge, ou est-ce qu'il y avait aussi autre chose derrière? Il fallait. Alors après, on a eu des grosses contraintes de production et ça, c'est toujours intéressant de le dire parce que on se rend pas forcément compte. Mais là, mes producteurs m'ont dit très vite, tout de suite, ils m'ont dit voilà, si on veut que le film se fasse, il y aura des contraintes. Donc déjà, est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Donc moi, j'ai dit oui parce que le plus important, c'était que le film se fasse. Et la contrainte, c'était il fallait que le film soit français. Pour que le film soit français, qui bénéficie du crédit d'impôt et de certaines aides afin de réunir le financement qui était nécessaire pour faire ce film, il fallait qu'on tourne autant de temps en France qu'en Hongrie. Quand on a su qu'on ne pourrait pas tourner en Ukraine à cause de la guerre, on s'est rapatrié sur la Hongrie. Mais il fallait que le temps de tournage soit le même. Ça, c'était la première contrainte. Et la deuxième, il fallait que la langue française soit majoritaire. Donc, il fallait absolument que j'ai assez de choses à raconter sur Paris, ce qui n'était pas simple parce que Paris, c'est une période de dépression, d'exclusion. Alors, il y a cette relation avec Apollonia qui ramène un peu de vie et tout ça, mais c'est quand même un moment où Oksana a sombré dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc, si j'avais mis tout, par exemple, à la suite, de manière très chronologique, on a eu 40 minutes de film où on aurait été dans des choses très sombres, avec un rythme très lent, d'une Oksana qui finalement se laisse un peu sombrer. Donc ça aurait été un peu indigeste. Et donc on a eu cette idée avec Diane Brasseur, ma deuxième co-scénariste, que j'ai aussi travaillé avec Antoine Lacomblesse pour la première partie de mes recherches, d'inventer cette dernière journée qui viendrait donc comme un fil rouge, qu'on viendrait entrecoupé de flashbacks, mais sans vraiment qu'on mette en évidence par ma mise en scène que ce soit des flashbacks, parce que je voulais que les choses soient vraiment s'imbriquent vraiment bien, quoi. Et donc ça nous permettait d'avoir cette journée à Paris où on a cette atmosphère plus lourde, où la caméra est plus figée, où on sent qu'Oksana, elle subit vraiment ce pari. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a cette interview avec cette journaliste. C'est un interview qu'elle a vraiment fait avec Libération. Mais ça nous permettait aussi de la faire parler en français, parce qu'il fallait que mon personnage parle en français pour qu'on ait ce problème de langue qui soit réglé. Donc c'était vraiment et tout était entremêlé dans cette construction de scénario. Et vu qu'on avait ces retours en arrière, ça permettait aussi de ramener de la vie, voilà, quelque chose de beaucoup plus vivant pour venir casser un peu ce rythme plus lent et plus sombre à Paris. Et donc, on s'est dit avec allez-y. On s'est juste dit, est-ce que c'est pas le dernier jour de sa vie qu'on se rappelle de toute sa vie? Voilà. Et c'est un peu sur cette idée-là qu'on a construit le film, le scénario. Mais c'est marrant, du coup, c'est donc un choix, une obligation de production, entre guillemets, qui vous a poussé à réfléchir à tout ça et à faire le film de cette façon-là, au final. Exactement. Okay. Mais en parlant de production, je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes femmes qui disent que c'est très compliqué de faire un premier film, mais que d'en faire un second, c'est encore plus dur. Est-ce que vous avez dû faire face à cette difficulté? Est-ce que vous l'avez ressenti? Faire un film, c'est toujours difficile, de toute manière. Ça, et je me rends compte qu'on repart un peu tout le temps à zéro. Même si j'ai senti quand même que le succès de Slalom, entre guillemets, a facilité un peu les choses, parce que voilà, on a commencé à réfléchir sur ce film en 2021,
Et on a commencé le tournage en 2023, fin 2023. Donc finalement, on n'a pas mis tant de temps que ça. Mais de toute manière, c'est toujours compliqué de faire un film, ça c'est sûr. Et je pense que oui, les femmes, on se rend compte, parce que quand on fait un peu des statistiques, on a toujours moins d'argent que les hommes. Moi, j'ai remarqué, surtout les premiers films de femmes, on a toujours moins d'argent. C'est-à-dire qu'on nous fait moins. Comme si on disait, mais comment est-ce qu'elles vont être capables de diriger une équipe, voilà. Et ça, c'est vraiment rageant, quoi. Et bon, là, on a quand même pas mal de budget sur ce deuxième film, et en plus, on n'avait pas de casting et tout, donc les producteurs ont fait vraiment un super travail. Mais bon, c'est toujours compliqué, et nous, les femmes, on a toujours moins d'argent, c'est sûr. Bon, il faut continuer à se battre pour faire changer ça, bien sûr. Parlons du casting du film. Comment s'est passé le choix des actrices, et notamment donc de Albina Korch? Alors ça a été une vraie mission aussi, parce que donc on a commencé à chercher une actrice très tôt, même avant qu'on ait un scénario, parce que je savais que ça allait être très important. Donc on était en plein Covid, donc on a pris une directrice de casting en Ukraine, et elle a commencé à m'envoyer des tapes, et on s'était dit, bon, dès que les restrictions sanitaires seront levées, j'irai en Ukraine, je verrai les filles, on fera des repérages, ça me permettra d'enrichir mon script, etc. Et j'ai jamais pu aller en Ukraine à cause de la guerre qui a été déclarée en février 2022, donc très peu de temps après la levée des restrictions sanitaires. Et donc j'ai fait tout ce casting pendant 2 ans et demi en Zoom, c'est-à-dire que et en tout cas, pour moi, la certitude que j'avais, c'était je voulais travailler avec des actrices ukrainiennes. C'était très important pour moi de faire le pont entre la France et l'Ukraine, grâce à la rencontre, enfin c'est ce que je me disais, grâce à cette rencontre que je ferais avec ces comédiennes-là, j'allais moi aussi m'enrichir, apprendre et être plus juste. Donc c'était très très important. Et ça l'a encore plus été une fois que la Russie envahit l'Ukraine. Enfin, en aucun cas, ça m'a découragée. Par contre, pour moi, c'était compliqué parce que c'est la première fois que je fais un casting sans voir les comédiens. Et faire un casting, vous voyez, là, on se parle, on se voit quand même pas très bien, quoi. C'est-à-dire, on ressent pas toute l'énergie que la personne en face de nous peut nous renvoyer. Donc c'était un vrai challenge. Par moments, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Enfin, ça a été dur. Et puis j'ai trouvé Albina. Un jour, j'ai fait une impro avec elle. C'est Tatiana Valdi, donc ma directrice de casting ukrainienne, qui m'a dit il faut que tu revoies cette fille. Elle avait rien fait, Albina. Et en fait, elle m'a complètement bouleversée par Zoom, comme ça. Donc c'était exactement comme vous et moi là. Ça vous rappelle des souvenirs comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, si je suis bouleversée autant en Zoom par une jeune femme, je pense que peut-être on tient quelque chose. Et les producteurs l'ont fait venir à Paris. Donc elle a fait 25 heures de trajet parce que l'espace aérien est fermé. Ouais. Enfin voilà. Et quand elle est arrivée, on a mis la caméra en marche, je me souviens, et on s'est mis à pleurer avec mon chef opérateur. C'est-à-dire qu'on a tout de suite su que c'était elle. Avec Éric Dumont, on était fascinés par Oksana, fascinés par Albina, par son visage, par son regard, par finalement la proximité qu'elle avait avec Oksana, parce que c'est ça qui me paralysait, moi. C'était comment je vais faire pour trouver une actrice qui soit aussi forte, aussi fascinante, aussi sublime qu'Oksana, quoi. Ouais, c'est sûr. Je crois qu'on a trouvé. C'est sûr que moi je pourrais pas vous bouleverser autant là avec mes questions. Est-ce que vous avez eu des difficultés à tourner un film essentiellement donc dans une autre langue? Parce que ça c'est pas commun aussi. Non, franchement ça a été. Mais mes actrices sont tellement extraordinaires. Elles étaient tellement habitées aussi par ce qu'elles étaient en train de faire. J'ai une équipe technique avec moi qui est aussi vraiment extraordinaire. Donc il y avait une espèce de... On était en fusion, tous les uns avec les autres. Moi, je travaille un peu comme au théâtre. D'ailleurs, je viens du théâtre à la base, mais pour moi, un tournage, c'est comme une troupe, c'est une grande famille, on crée ensemble. J'aime pas trop d'ailleurs le terme direction d'acteur. Moi, je dirige personne. J'ai une vision qui est très forte, ça c'est sûr. Mais ensuite, voilà, tous ensemble, avec mon équipe technique, mon équipe artistique, mes comédiens, on crée, on travaille. Donc, je laisse les gens qui travaillent avec moi très très libres. Et du coup, il y a quelque chose de, je sais pas, qui s'est fait, qui était hyper fluide. Et franchement, je me demande même si c'était pas plus facile de travailler avec des Ukrainiens dans une autre langue qu'avec des Français. Enfin, parce que du coup, on parle vraiment émotion.
On parle corps. Le corps, de toute manière, il est au centre de mes films. Et vu que c'est ça, pour moi, le nerf de la guerre, bah, là, on est vraiment dans ce langage-là, quoi. Donc, il n'y a pas cette langue qui vient parasiter les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parlons maintenant de quelque chose qui ne passe pas aussi par la langue, c'est l'image de votre film, l'esthétique. Déjà, ma première question, pourquoi avoir choisi de tourner le film en format 1.50 ? Alors, assez vite avec Éric Dumont, mon chef-op, on a fait le choix déjà de tourner avec des optiques sphériques parce qu'on trouvait que ça sublimait vraiment le visage d'Oksana. Avant, j'avais toujours tourné en anamorphique, donc c'est des formats vraiment horizontaux parce que dans ces films-là, Slalom ou La fille qu'on appelle, il y avait des paysages à filmer, il y avait et là, on voulait vraiment être sur le portrait d'Oksana et on voulait retrouver ce format peinture, donc qui n'est jamais en fait, qui n'a jamais l'horizontalité du scope, hein, qui est dans quelque chose de plus carré entre guillemets, de plus rectangulaire. Donc on a choisi ça pour vraiment s'obliger aussi à toujours avoir ce visage, ce regard, et ces corps face à nous. C'est-à-dire que le sphérique et ce format-là nous oblige presque à rentrer à l'intérieur du personnage qu'on est en train de filmer, alors que l'anamorphique, on est dans quelque chose c'est plus le paysage, c'est plus des acteurs qu'on filme dans un univers. Là, finalement, c'est pas ça qui nous intéressait. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment... C'est très frontal aussi. C'est très frontal, c'est presque plus agressif comme format. C'est vrai que, en tout cas, vos films marquent souvent la rétine. Moi, je me rappelle que Slalom m'avait vraiment marqué par votre façon de filmer le ski, où il y avait ce fameux long plan aussi avec la couleur rouge... qui était très très fort. Ici, j'ai l'impression que vous cherchez aussi à iconiser Oksana par l'image. Il y a limite une dimension mystique, religieuse, qu'on peut aussi comprendre par son lien avec la religion elle-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça ? Et ça m'a fasciné, ce côté spirituel, mystique. Moi, quand j'avais 14 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais partir vivre dans un temple bouddhiste. Ma mère qui était vraiment athée, mais vraiment anti-religion, ça a été vraiment, je me souviens, no way. Mais j'avais ce côté un peu spirituel, dans mon monde, marginal. Je pense que j'ai ressenti cette proximité avec la petite Oksana, sa manière de voir le monde. Et c'est vrai que cette spiritualité, pour moi, je me suis imaginé qu'elle avait accompagné Oksana tout au long de sa vie. Je le comprends aussi parce que son engagement politique, artistique, pour elle, j'imagine, c'est ce que je me suis raconté, c'est une mission, véritablement. Quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle, qui va du coup la guider et lui permettre de survivre. Et moi, je ressens un peu finalement ma manière de faire des films aussi. Pour moi, c'est une mission. J'ai trouvé ma mission dans la vie. J'ai plus besoin de fuir. J'ai plus besoin d'être dans l'autodestruction. J'ai plus besoin je sublime les traumatismes. J'essaye de faire bouger les lignes. Et donc voilà, c'est bon. Je suis sur des rails. Je peux vivre ma vie, quoi. Je peux supporter le monde. Et je crois qu'Oksana, c'était aussi ça. Et ça, c'est un peu mystique de se sentir un peu assigné comme ça pour faire quelque chose. Alors, c'est sûrement quelque chose qu'on s'invente, qu'on se raconte comme Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment elle a entendu des voix ou elle s'est pas dit, ah tiens, je vais sauver le monde, j'ai entendu une voix pour survivre, vous voyez? Et donc, ça m'intéresse vachement cette question-là. Moi, je pense qu'on se raconte ça parce qu'on a besoin de trouver une force pour supporter certaines choses. Et puis j'ai vu dans le parcours d'Oksana des liens très forts avec le parcours de Jeanne d'Arc. Et puis sa maman l'appelait ma petite Jeanne d'Arc, donc il n'y a pas que moi qui ai vu ça. Et puis il y a les icônes, évidemment, qu'elle peignait. Donc j'ai vraiment, avec ma mise en scène, avec Éric Dumont encore une fois, Florian Sanson, mon chef décorateur, Judith Deluz, toute mon équipe artistique, Judith Deluz, donc ma chef costumière, Laurence Nicoli, ma script. On a vraiment travaillé pour mettre en avant cette spiritualité, cette espèce de... mais dans Slalom, il y avait un peu ça, c'est-à-dire quelque chose de souterrain, de très très fort, dont on ne peut pas se détacher, qui annonce quelque chose, qui y a cette... en fait, je crois que dans tout... Et même dans La fille qu'on appelle, il y a un peu ça. Et finalement, j'ai changé de chef opérateur avec ce film. J'adore Yann Marito, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui avait fait l'image de Slalom et de La fille, mais je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est moi
où est-ce que ça vient du chef opérateur? Je voulais voir, en fait, je voulais essayer de faire un peu différemment et je me rends compte que finalement, bah, je refais encore un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui me hante un peu, quoi. Avant de mourir, Oksana Shachko avait publié un dernier message sur Instagram en écrivant You are fake. Est-ce que vous pouvez nous parler de la réutilisation et la réinterprétation de cette phrase dans votre film? Oui, alors en fait, il y a deux choses. Donc, il y a ce You are fake. Pour moi, c'était très important que ça soit dans le film parce que je trouve que c'est un message très, très fort. Pour moi, elle dit ça aux dirigeants de ce monde qui, en fait, ne regardent pas les choses en face et notamment l'arrivée de l'autoritarisme dans nos sociétés. Voilà, aujourd'hui, on voit bien quand même que la liberté d'expression, elle est mise en danger. Le droit des femmes, il est encore mis en danger. Enfin, donc il y a une espèce d'hypocrisie quand même, c'est-à-dire qu'on s'insurge, mais on fait rien au fond. Je veux dire, Poutine, on le laisse arriver. En fait, elle nous prévenait sur Poutine déjà en 2008. On est en 2025, il a envahi l'Ukraine. Peut-être qu'après-demain, il enverra la Pologne. Enfin, je veux dire, c'est quand même et tout le monde le sait, mais personne fait rien vraiment, quoi. On attend. Donc c'est ce message-là, you are fake, même par rapport à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, je trouve d'une puissance inouïe. Après, je pense qu'elle le disait aussi par rapport à certaines réactions de certaines activistes qu'elle a trouvées, je pense, déplacées, égocentrées et pas vraiment au bon endroit par rapport à l'importance de la mission qui est de sauver le monde et de se battre contre les injustices. Donc voilà, ça c'était très important pour moi que ce message il soit dans le film. Et après, j'ai réinterprété cette scène où elle se peint le corps parce que j'ai vu une image qui existe d'Oksana qui a une manifestation qui était pour la manif pour tous où elle s'était peint le corps. Comme ça, il y a une photo qui existe d'elle qui est magnifique où elle a le corps peint vraiment. On dirait que c'est Basquiat qui lui a peint le corps et on comprend bien que c'est elle qui s'est peint le corps. La manière dont les coups de pinceau sont et c'est une des seules images où elle s'est vraiment peint le corps comme ça. Et donc j'ai voulu, moi, imaginer le moment où elle s'est peint le corps justement. Et je trouvais que c'était une belle allégorie de ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là dans le film. Ouais, voilà. C'est une des très belles scènes du film. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Alors, je travaille sur pas mal de projets, mais je sais pas du tout. Alors là, je peux pas trop en parler parce que je suis incapable de dire ce qui va se faire ou pas. Ouais. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, ouais. On Et avance alors, plusieurs projets en même temps. ouais, et puis en plus, quand je finis un film, enfin, j'ai du mal à vous projeter. à quitter aussi Oksana, quoi. Donc j'ai du mal à parler d'autre chose, que j'ai vraiment du mal à la quitter. J'ai énormément pleuré le 16 avril parce que je crois que j'ai vécu ce deuil que tous ses amis ont vécu. Moi, je l'avais pas vécu évidemment parce que je l'avais pas connu, mais j'ai vécu terriblement ce deuil d'Oksana le 16 avril. Ça a été horrible, très dur. Bon. Et j'espère vraiment que le public sera au rendez-vous. Le démarrage est un peu difficile, là, mais on a besoin vraiment que les gens parlent du film, aillent le voir, parce que c'est comme si sinon, j'ai l'impression que d'avoir échoué à lui rendre justice, quoi. Si le public va pas en salle, j'ai un peu, voilà. Donc il y avait ce sentiment hyper dur de se dire, on peut pas tuer deux fois Oksana, quoi. Il faut qu'elle revive vraiment, quoi. Il faut que les gens aillent voir ce film. Il faut que les gens la rencontrent. Après, le succès d'un film, malheureusement, il se fait pas toujours aussi par rapport à la qualité. Donc ça, vous pouvez pas non plus y faire grand-chose pour ça. Mais ouais. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Alors, moi, j'ai vu un film. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est The Apprentice. Ok. Sur Donald Trump. Ouais, et j'ai trouvé ce film extraordinaire. J'ai trouvé les acteurs extraordinaires. Je trouvais la mise en scène extraordinaire. J'ai aussi des images. Moi, j'aime quand je vais au cinéma rentrer dans un monde, dans un univers, dans une atmosphère très particulière. Et il y a ça dans The Apprentice. C'est aussi une dimension politique. C'est aussi un portrait. Là, c'est un homme. C'est un face-à-face aussi entre deux hommes. Et je trouve que ça éclaire beaucoup sur ce Trump
qu'on a du mal à comprendre finalement. Et je trouve que ce film est aussi super pour ça. C'est un véritable objet artistique, c'est un véritable objet de mise en scène, c'est un vrai film de cinéma. Et en même temps, on apprend énormément de choses sur Trump et ça nous éclaire sur le paysage politique aujourd'hui. Et voilà, pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est marrant parce que du coup on pourrait mettre vraiment en écho c'est vos deux films, votre film et The Apprentice avec ces deux portraits complètement différents et de personnes qui sont opposées. Vous pouvez donc toujours retrouver en salle Oksana, second long métrage de Charlène Favier, notre invitée du jour. Merci Charlène pour ce nouvel échange dans The Cinema Show, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, merci beaucoup. Il est maintenant temps de passer à ce que vous attendez tous et toutes, le top de la semaine. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur-chroniqueuse, puis viendra le top 3 de l'équipe TCS. On commence par toi, Costa. Quel est ton top 1 ? J'ai oublié. Assassiners. Super. Maxime ? Le seul, l'unique, celui qui mérite évidemment le mélange des genres. Jonathan ? Le mélange... Non, je plaisante. Non, comment devenir riche grâce à sa grand-mère de Pat Bounty Pat. Bien sûr. Tu nous en reparles juste après. Oui. Hugo ? Sinners. Moi, je n'ai vu que le mélange des genres, donc je sais que ça... Bon, voilà. Marie je passerai très vite là-dessus. C'est surtout toi qui as aidé la cause, hein, c'est pas moi. Hein, je t'avoue que bon, c'est pas mes deux petits points qui ont... Voilà. On retrouve donc, dans le top 3 de l'équipe TCS, 3e position, Oksana, évidemment, de Charlène Favier. En top 2, le mélange des genres, grâce au top de Maxime. C'est pas possible. Si, c'est possible avec la carte kiwi. Et le top 1, Sinners de Ryan Coogler. Ça mérite rien du tout. Jonathan, donc, tu as vu Comment devenir riche grâce à ma grand-mère. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, très joli petit film thaïlandais sur les relations familiales. C'est une chronique douce amère qui se transforme, enfin qui passe d'une comédie un peu cynique et amorale à un drame très poignant et très touchant sur les relations familiales. Donc je vous le conseille, c'est vraiment un petit bijou. Très bien. Maxime, tu l'as vu aussi ? Je l'ai vu aussi, je ne peux que confirmer, c'est mon 2e film de la semaine, il est vraiment très très bien, il faut aller le voir, c'est super bien. S'il avait ne serait-ce qu'échangé un peu les deux films, le top aurait été tout autre, si vous saviez. C'est terrible cette histoire. Je sais. Tu as vu également Dimanche, Jonathan ? Oui, c'est un film sur un couple de vieux ouzbeks, et c'est un film sur le temps qui passe, sur le passage de l'ancien monde au nouveau, avec l'arrivée des nouvelles technologies, et voilà, c'est un film dans l'intimité d'un vieux couple qui est un peu dépassé par les nouvelles technologies qui sont apportées par leur fils toutes les semaines. Mais voilà, c'est un film très très doux, très touchant et qui raconte quand même beaucoup du changement de ce monde-là et d'un monde qui se meurt. Et donc il y a un petit aspect un peu mélancolique et triste aussi. Donc je vous le conseille avec le Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. C'est vraiment les 2 meilleurs films de la semaine à mon sens. Très bien. Et Maxime, toi tu as vu 1000 autres films. On commence par Rapide. J'en ai vu beaucoup d'autres, ouais. Alors j'ai vu Rapide, j'ai pensé notamment à mon papa, c'est par le réalisateur de Aka. Alors oui, ça fait navet, ça fait nanar, ça fait film Netflix. Ça commence mal, okay. Oui, d'accord. Mais pour voir un Alban Lenoir, on a l'impression qu'il est shooté à la coke avec sa moustache comme d'hab, non avec, non mais là vraiment, pour le coup vraiment. Et c'est presque drôle et surtout ça se sent en fait que c'est filmé par des gens qui aiment la voiture. Ça c'est très bien par contre. Voilà. Non, mais c'est vrai. Cette critique. C'est très très bien. Très bien. Et ensuite, nous on aime la bagnole. On aime la bagnole, voilà évidemment. J'ai vu Harvest. Ouais. C'est pas trop mal. Alors c'est très très lourd. Par contre comme film c'est très très compliqué parce que film historique un peu moyenâgeux et tout, c'est particulier quand même. Voilà. Ok, très bien. La réparation aussi ? La réparation avec Loïs Cornillac, c'est pas très bien. Je me suis vraiment emmerdé. Au fait, c'est l'histoire du film en elle-même. Le film n'est pas intéressant. Voilà, très tout bien. Simplement. Et tu as vu, enfin, Lettre sicilienne. Lettre sicilienne, film de mafia sur un vieux mafieux qui est repris qui est repris par les services secrets pour essayer de faire arrêter son neveu. C'est pas trop mal, mais c'est un film, c'est difficile à suivre. Faut essayer vraiment d'être impliqué pendant plus de 2 heures. Voilà. Très bien. Si vraiment vous ne savez pas quoi aller voir mon au cinéma, Letterboxd, je note tous les films. Voilà, Maxime est là pour vous conseiller tous les films qui sortent chaque semaine. Oui, pour que vous ayez pas. Merci de ton sacrifice. Merci beaucoup pour vos avis. Sans transition, ce soir, Hugo nous présente le quiz. C'est parti pour le quiz de la semaine. Le quiz. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure. Mais alors I am tout à fait sure. Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What?
No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Cette semaine, nous avons, comme d'habitude, deux équipes. D'un côté, Maxime et Costa, une équipe dirigée par Maxime. De l'autre, Jonathan et Marie, une équipe dirigée par Jonathan. Les vieux et les jeunes, quoi. C'est à peu près ça. Hein. Ouais. Alors moi, je le prends mal, le fait que je sois jeune. Et moi, je le prends mal, le fait que je sois vieux. Très bien. Première question. Devinez le titre de ce quiz le plus rapidement possible. J'ai glissé. Le mélange des quiz. Le mélange des quiz. Nous, on dit le mélange des quiz. Quizers. Ça peut être Quizers, ça peut être Sea Quiz aussi, je sais pas. Non. Dépêchez-vous, par contre. Le dernier film, c'est S'il quoi vous plaît. On a dit de se dépêcher là. Quizers. Eh bien, personne n'a la bonne réponse, que c'était Quizana. Oh là là. Musique de film. Dans quel film entend-on cette musique? Un de indice merde. peut-être. C'est un film qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est sorti en fin d'année dernière. Oh mais merde. C'est Divertimento. Non. Bah Non, si, c'est quand même le Boléro de Ravel, excuse-moi. Oui, mais c'est pas Divertimento. Oh putain. Fin d'année dernière. Ouais. Film français, dans le nord de la France. En fanfare. En fanfare, totalement. Putain, oui, c'est vrai. En fanfare, premier point pour Je vais avoir un point Jonathan supplémentaire et pour Marie Ravel, mais avec Benjamin Laverne. on a été mauvais. En or ou en bois, retrouvez les vraies infos parmi ces propositions. Jurassic World Renaissance de Gareth Edwards comportera une scène issue du roman original de Michael Crichton qui n'avait pas été adapté dans le film de Spielberg. Moi je dirais vrai. Je sais pas, ça sent. Non, je sais pas. J'ai pas vu ça, mais je dirais vrai. Allez, en or. En or. Je crois que c'est en or. En or, eh bien c'est effectivement en or, ça fait un point chacun. Il y a maintenant 2-1. Ryan Coogler a annoncé pendant la promo de Sinners qu'au final il ne participerait pas au retour de X-Files. Parce qu'il devait participer à la Oui, base. de participer au retour de X-Files. Je sais rien moi. Non, on les laisse répondre avant nous. Ok, d'accord, bah répondez alors. Bougez-vous le cul. Avant. Oh non. Bon, on répond en même temps. Avant. 1, 2, 3. Faux. Vrai. Non, effectivement, c'est faux. Oh merde, c'est faux. Il y a 3-2. Non, effectivement, il travaille dessus apparemment en ce moment. Et enfin, dernière question, David Cronenberg va jouer dans la suite de Wedding Nightmare. What? J'adorerais. Faux, mais j'ai pas vu passer ça. Ouais, J'ai envie de. Ils ont dit faux, j'ai envie de dire vrai. Pour le plaisir. J'ai envie de dire vrai. Eh bien, tout à fait, c'est vrai. Oui. Trois partout. Mais pourquoi? Parce que qu'il y a des impôts. Et il rejoint un gros casting composé déjà donc de Samara Weaving, l'héroïne du premier, Catherine Newton, Sarah Michael Gellar, Elijah Wood ou encore Kevin Durant. Oh là là, ce casting. Alors, qui a J'en connais dit aucun. c'est le genre de film qui ont bâti ma carrière, et si un film à budget moyen avec des stars ne parvient pas à attirer plus de 25 ans au cinéma, si c'est vraiment une zone morte, alors ce n'est pas bon pour le cinéma. Qui ça? Mélange des genres? Non. Que va-t-il arriver à la personne derrière moi qui veut faire ce genre de film? Je sais pertinemment, pour avoir parlé à quelqu'un qui travaille dans un autre studio, que le lundi suivant la sortie de The Insider, on commençait à se... Steven Soderbergh. Steven Soderbergh, tout à fait. Il y a 4... franchement, j'étais perdu. Il y a 4-3, Steven Soderbergh qui parlait du beat de The Insider qui a pas du tout marché. Quiz spécial Ku-Klux Klan. Oula. Oh non. Attends, c'est les blancs au cinéma. C'est pas possible. Ça dérape. Ouais, alors attends, non, je vais faire autre chose. Quand un acteur joue plusieurs personnages, voilà, ça c'est bien. Alors, qui c'est cela? Reggie et Ronnie Cray. C'est pas Tom Hardy dans. C'est Tom Hardy dans. Hitchland? Non. Venom. Non, c'est un truc qui finit en hand. Ah bon, c'est ça? C'est un truc qui est pas. On sait pas si c'est vrai ou pas. Bienvenue à Zombieland. Non. Là, c'est un mensonge, c'est ça que tu dis? En vrai, je vais vous l'accorder, c'est Legend. Legend, voilà. Legend, tout à fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je vois très bien l'affiche en fait. Ah non, attends, c'est pas le réalisateur s'appelle pas Edgeland? Edgeland, ouais. C'est pour ça. C'est pour ça, ça t'a porté à confusion. Une réplique, un film. Dans quel film peut-on retrouver cette scène? Es-tu moi? Qu'est-ce que tu es? Es-tu moi? The Mask? Non. Tu es ridicule. Pourquoi tu fais ça? Ah, tu veux que je te le dise? Ça n'a rien de sorcier. C'est la suite d'un film d'horreur, mais c'est un peu moins rare. C'est de la VF du coup? C'est de la VF. Terrifier? T'as dit quoi? Evil Dead. Evil Dead, l'armée des ténèbres, tout à fait. Bah alors là. Il y a 5-4, et oui, c'est la scène où Bruce Campbell joue face à lui-même. Le jeu des synonymes, j'ai remplacé tous les mots d'un titre par des synonymes. À vous de retrouver le titre original. Moyen de transport à vapeur qui file vers le nord de manière très rapide. Retour à le futur? Non. Le crime de. Non, bah non. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? Moyen de transport à vapeur qui file vers le nord de manière très rapide. Le train s'il fera 3 fois? Non. Le train. Le Pôle Express. Le Pôle Express, tout à fait. Le Pôle Express, mais oui. Le Pôle Express où on retrouve Tom Hanks qui joue plein de personnages, notamment le Père Noël. Ah, c'était dur. Merci le Québec. Double identité.
Volte-face. Volte-face, Voilà, tout à fait. tout à fait. Tout à fait. Il y a 7-4 pour Jonathan et Marie. Merci Jonathan, Sens Critique. surtout, mais oui. Je vous récite une critique que j'ai trouvée sur Sens Critique. À vous de retrouver le film. Le truc bien avec le cinéma hollywoodien, c'est qu'on n'a pas trop à se fatiguer pour souligner ses défauts. Il le fait tellement bien lui-même. The Alto Nights. Non, finalement, son meilleur ennemi, c'est lui. Jusque-là, je trouvais que Fincher était un acrobate malin qui parvenait plutôt pas mal à flirter avec les clichés. Fight Club. Fight Club. Non. Musk. Seven. Non. Attends, comment il s'appelle Non, sans trop tomber dessus ou alors en tombant dedans. Panic Room. Killer. Non, en profitant pour les casser. Il y en a un que vous avez pas cité qui est quand même très connu. Bah oui, mais c'est Social Network. Social Network. Ah, mais oui. Social Network, tout à fait. Il y a 8 à 4. Oui, c'est Armie Hammer. Et oui, Armie Hammer joue des jumeaux et a mangé des gens aussi, mais ça on en parle pas. Ça, c'est vrai. Lequel de ces acteurs n'a jamais joué deux rôles dans un de mes films? Laissez-la pas tourner, à votre avis. Warwick Davis, Woody Harrelson, Denzel Washington ou Amy Adams? N'a pas fait de double? N'a jamais joué deux rôles ou plus dans un même film. Dans un seul film. Ah putain. Warwick Davis, Woody Harrelson, Denzel Washington, Amy Adams. Je dirais Amy Adams, non? Hein? Denzel, non? Denzel, je le vois trop jouer deux rôles dans un film. C'est dur de fou là. Ouais, j'avoue que je les ai pas. Mais genre la Je femme dirais de la le- fête, je sais pas le quoi, une deuxième. connerie comme ça, il y a Deuxième, pas. voilà. Ah. Mec, ouais. Ouais. Je sais Donc, pas, vous j'en dites sais rien. Le deuxième. Woody Harrelson. Quand ça, le deuxième, il a un nom en Oui, fait, c'est le deuxième. Woody Woody Harrelson, Harrelson. Je me souviens plus. Non. T'es sûr? Sûr, Denzel. Moi, je pense Denzel. Denzel? Denzel. Ouais, je te Bon, fais vas-y, je te confiance. suis, Jonathan. Je dirais Amy Adams, mais Bon, je suis Amy Adams, vraiment Amy pas Adams. sûr. Alors, dans le dernier opus de la saga Harry Potter, Warwick Davis interprète le Oui, gobelin oui, Grisec ça, oui. ainsi que le professeur Flitwick. Ok. Amy Adams interprète Amelia Earhart dans La Nuit au musée 2 et une passante qui lui ressemble à la fin du film. Et Woody Harrelson, il joue Merritt McKinney ainsi que son bien frère joué. jumeau dans La Suite d'Insaisissable. Bien joué. Donc oui, Denzel Washington n'a jamais joué deux personnages dans un même film. Il y a actuellement Raciste. 8 à 5, toujours Jonathan et Marie qui mènent. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique? Ready Player One? Non, c'est un film très culte. Tron. Matrix. Non. C'est pas une musique de film là, c'est une C'est quoi chanson cette d'un chanteur merde qui sert de générique au film. Ça me dit un truc. Terminator? Blade. Non. Speed Racer. Non, c'est un réalisateur d'un film d'un réalisateur qui nous a quitté récemment, un très grand réalisateur. Qui est mort? Mulholland Drive, Lost Away. Lost Highway, tout à fait. bien ouais. Je suis en train de partir sur lui justement. Lost Highway où Patricia Arquette joue deux rôles, René Madison et Alice Wakefield. Duel Time, c'est Jonathan et Marie qui mènent. Donc Jonathan, tu as le choix entre la question de Zeus ou la question la classe. La classe. La classe. Laquelle de ces stars américaines est un ou une énorme fan des Visiteurs de Jean-Marie Poiré? Ben Stiller, c'est vrai qu'il aime le cinéma français. Tom Cruise, plus étonnant, mais on sait jamais. Ariana Grande, ça sonne comme une connerie, hein, mais on sait jamais. Elon Musk, ah, dommage. Wow. C'est moi tout seul qui dois Ouais, répondre. je peux pas t'aider. tout seul, ouais. De toute façon, je te saute pas d'aucune aide, je pense. Mais... Je pense Ben Stiller. Ben Stiller, je note. Quel homme. J'aurais dit ça. Maxime, il te reste la question Zeus. On est tellement dans la merde. Retour vers le futur, Oh, la putain. meilleure trilogie du monde, je vais rien entendre. Lequel de ces McFly n'est Monsieur pas Arzano. interprété physiquement par Michael J. Fox? Marty McFly Jr., Marlène McFly, Oh non, c'est Seamus facile, ça. McFly ou William McFly? Je suis deg. Redis les prénoms. Marty McFly Ouais, Jr., je pense. Marlene McFly, Seamus McFly ou William McFly? Seamus McFly. Seamus McFly, je note. Ouais, je sens bien. Alors, on commence par Jonathan. C'est Tom Cruise qui est un énorme fan des Visiteurs. Voilà, anecdote. C'est un peu. Quand je l'ai lu, j'étais assez étonné. Il fait genre. Oh là là. Mais je pense qu'il l'a vu quand même. Je sais pas, les Visiteurs comme film français préféré. Non, mais je veux dire, le film est bon, mais quand t'es américain, tu choisis pas ça. Genre, c'est trop bizarre. Oui. Tu vous redescendez donc à 6 points. Et Maxime, tu m'as répondu que c'était Seamus McFly. Et en fait, c'est William McFly qui est joué par Fox On l'a en échappé photo. belle, hein. Mais dans le troisième opus, c'est un bébé, donc il n'est pas joué physiquement Eh oui, par Michael eh J. oui, Fox. oui. Vous redescendez donc à 2 points. Mais j'ai vu aucun donc- des Retours vers le futur. Mais Maxime, faut faire quelque chose en fait. C'est une honte à mes yeux. Et Jonathan Marie, vous remportez ce quiz par 6 à 2. Eh ben merci Hugo pour ce super quiz. Bravo Pas de souci. à Jonathan et moi-même pour cette belle victoire. Avant de conclure, on passe tout de suite à nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, on commence par toi Costa, qu'est-ce que tu nous recommandes? C'est un podcast qui s'appelle Si c'est vrai, c'est très grave. C'est par deux personnes que j'adore, qui s'appellent alors,
j'ai plus les noms, et ça c'est top. Tunis Hilton et Karif, je crois, si je me trompe pas. Et en fait, si vous aimez un peu le Floodcast, par exemple, c'est en fait ces 2 personnes qui font que mentir dans tout l'épisode, et elles font en fait, elles répondent à des questions des internautes. Et par exemple, une question, c'était un combat entre Hidalgo et Rachida Dati, qui gagnerait? Et là, du coup, c'est 20 minutes d'impro où en fait, c'est juste 1 heure de pur fun et c'est beaucoup trop marrant. Je vous invite à aller voir, c'est du pur bonheur pour vos oreilles. Bah, très bien, on note ça. Maxime, quelle est ta reco? Ma recommandation, moi, c'est la série des Minecraft Manhunt de Dream sur Minecraft. Sur YouTube, tu voulais dire. Je les ai revus dernièrement et au fait, ça m'accompagne tout simplement. Au fait, je suis tout seul chez moi pendant les vacances, donc j'ai rien à faire. Donc quand je mange, je me lance un Minecraft Manhunt. Non, regarde Retour vers le futur en fait. Oui, non, pas quand je mange quand même. Et du coup, je revois du coup toutes les masterclass que ce gars a pu nous offrir. Alors oui, il y a eu des petites triches à droite à gauche quand il a tenté de faire des records du monde. Super. Oui, ok. Mais pour ce qui est des Manhunt, en tout cas, oui, c'est peut-être scénarisé à certains moments, mais ça n'empêche que c'est extrêmement divertissant et surtout toute une ribambelle de potes extrêmement drôles. Foncez voir ça. C'est tout en anglais, mais c'est du fun. Très bien. Jonathan, ta reco. Alors moi je voulais pas vous parler du neuf, mais d'une filmographie, celle de Mike League, dont on a pu découvrir les 2 sœurs sorties au début du mois, le magnifique. C'est un cinéma qu'on a tenté de comparer à tort à celui de Ken Loach, beaucoup plus social, mais c'est une approche totalement différente de cinéma, plus articulée autour des secrets, des choses cachées du passé, des liens familiaux et de la complexité de ces liens. Il y a beaucoup de très belles choses et je vous invite à vous plonger à corps perdu dans sa filmographie, mais si je devais vous en conseiller quelques-uns, je dirais Life is Sweet, Naked, Secret et mensonge, Palme d'or à Cannes en 1996 et Vera Drake, Lion d'or en 2004. Donc c'est un monsieur qui a eu des multiples récompenses, donc effectivement. Filmographie très intéressante et très jolie. Eh bien c'est noté. Hugo, ta reco. Et bien comme d'habitude, comme chaque année, c'est la nouvelle saison de Doctor Who. Alors il n'y a que 2 épisodes pour l'instant, je trouve que ça surpasse la saison 1 que j'avais pourtant plutôt apprécié. Il y a des choses très très créatives qui sont faites dans ces 2 premiers épisodes et je trouve que c'est très très cool. Notamment cet épisode 2 avec Alan Cumming qui est absolument attention, génial. J'ai vu que le 1. Oui, mais je dis juste qu'il y a Alan Cumming qui apparaît et c'est absolument génial. Donc foncez, Doctor Who, c'est un monument de la série télé britannique. Donc ça serait complètement dommage de passer à côté, bien sûr, n'est-ce pas Maxime? Maxime. J'ai pas vu non plus. Pareil. Moi non plus. On est 2 Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Regardez Doctor Who, c'est pas possible à un moment donné. Docteur qui? Oh non. Docteur Who. Non mais on a compris. Je le hais ce type. Et mais moi, je t'ai retenu jusque-là. Hein. Oui, mais ça a dérapé là. Moi, je vous recommande la série The Residence sur Netflix. C'est une petite série d'enquête sur un crime à la Maison Blanche. C'est très divertissant. Les acteurs sont assez cool. L'actrice principale, c'est celle d'Orange is the New Black, mais je me souviens plus son nom. Mais si vous avez vu la série Orange is the New Black, c'est celle qui est un peu tarée. Voilà. On voit totalement. Ouais, on voyait totalement. Non, si tu l'as pas vu, c'est ça que tu es en train de dire. Maxime, t'as vu quoi dans ta vie à part des voitures? Taxi. The Residence, très très bonne série, très divertissante, donc je vous la recommande. Merci du conseil. L'émission touche à sa fin. Merci à mes chroniqueurs de talent de m'avoir accompagné pendant cette émission. Merci à Maxime, Hugo, Jonathan et Costa d'avoir livré vos avis sur l'actualité du cinéma de cette semaine. Un grand merci à la technique avec, je le rappelle, cette semaine Ali, Ambre et Lucas à la vidéo et Yanis à la régie. Thanks. Je remercie également Simon pour l'interview de ce soir, ainsi que Clémentine pour la prise de son et Maxime pour la vidéo. Merci encore une fois à Charlène Favier d'avoir répondu à nos questions. Merci à Costa pour les news, à Hugo pour le quiz et à Lucas pour les visuels de l'émission et Instagram. Merci également, je ne sais pas s'ils étaient présents, mais à Dame et Véro de nous suivre. Ils étaient effectivement présents, oui. J'ai pas pu tout dire parce qu'il y avait beaucoup de conneries de Simon et Hugo dans le chat. Donc aïe. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, Lucas sera aux commandes de l'émission. 3 films seront au programme: La légende d'Oshi d'Isaiah Saxon, L'amour c'est surcoté de Mourad Winter et Des jours meilleurs d'Elsa Bennett et Hippolyte Dar. Pour conclure cette émission, je vous propose de prendre un peu de mélatonine pour bien vous reposer avant la prochaine émission avec le titre Mélatonine d'Elena. Sur ce, chères auditrices, chers auditeurs, j'ai été ravie de passer 1h30 en votre superbe compagnie. Bonne semaine à vous et prenez soin de vous. The Cinéma Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. Je me demande si demain tu m'écouteras encore, si je redeviendrai une inconnue, si je partirai
je suis venue si fort, si vite. Je cogite, je pose des questions à des questions. Je me demande si on m'aime pour les bonnes raisons. Je dérive, on me propose de chanter cette chanson. Je sais pas, j'hésite. Je pense à tout ça, je me dis oh là, ça ira. Je pense à tous ceux qui m'aiment pour deux, qui me font des cœurs avec leurs doigts. Je dors plus la nuit, ça me fait tourner la tête. Mélatonine, mon ami. Et y'a maman qui s'inquiète. Je dors plus la nuit, ça me fait tourner la tête. Mélatonine, mon ami. Et y'a maman qui s'inquiète. Je me demande, est-ce que j'ai mérité ce qui m'arrive? J'ai pas bu une goutte, je me sens ivre. Mais l'instant d'après, je me sens vivre. Vivre, c'est trop là. Les amis, l'amour, les concerts et la famille, le regard des gens, les yeux qui brillent. Je me sens vide, je ne sais pas quoi faire de ces bras. C'est le bol. Je pense à tout ça, je me dis oh là, tout ça ira. Je pense à tous ceux qui m'aiment pour deux, qui se tatouent nos cœurs sur le bras. Je dors plus la nuit,